Ok, bonjour, bienvenue. On a un public. Bienvenue à notre panel sur la diversité dans les jeux de rôle. Là, j'ai plein de gens avec moi. On va essayer de parler de ce qu'on a vécu dans la communauté, des problèmes qu'on a vus, des solutions. Puis on va improviser, puis ça va être vraiment fun. Yes. Peut-être qu'on pourrait se présenter whatever. On pourrait se présenter, dire qui vous êtes, puis peut-être raconter quelque chose comme c'est quoi votre première partie ou quelque chose comme ça, une anecdote. Voilà. On peut commencer par toi. Mon nom est Chloé, je suis une des membres de Obsession RPG Studio. Puis, dans le fond, moi, j'ai commencé avant mes deux autres amis, avant de les introduire, dans le fond, au jeu de rôle. Parce que, dans le fond, j'avais commencé, au début, je voulais pas essayer, ça me tentait vraiment pas. Puis, finalement, j'ai réussi par essayer, puis j'ai adoré ça, au final. Pourquoi ça te tentait pas? Je sais pas, ça me tentait pas. Okay. Je voulais pas, je trouvais que ça avait l'air plate, puis finalement, à cette heure, je travaille, puis je fais ça. De ma vie. Moi, c'est Fleurien, puis les jeux de rôle sur table, ça fait 3 ans, je pense. 3 ans ou 4 ans que je joue. Puis avant ça, je jouais sur Internet juste par texte, par écriture. Puis j'avais juste jamais vraiment pensé à... J'avais jamais trouvé de groupe, premièrement, pour jouer sur table, puis j'avais pas tant pensé à ça. Fait que c'est ça. Quand j'ai trouvé un groupe, j'ai commencé à jouer sur table, puis à ce temps, je fais un peu des deux. Moi, c'est Marie-Claude. Je sais pas où regarder, moi, je suis illustratrice pour des jeux de rôle, comme je fais partie du même studio que Chloé. Moi, j'ai été introduite justement par les jeux de rôle par Chloé. Elle a eu la révélation du siècle que c'est le meilleur jeu du monde. Donc, elle m'a beaucoup convaincue qu'il faut que je joue absolument. Et elle me convertit à ça parce qu'effectivement, c'est un des meilleurs jeux que j'ai jamais joué. Je peux plus m'arrêter à découvrir des nouvelles règles et décider encore plus pour ça. Moi, c'est Elisabeth. Je suis l'animatrice des Amazones, donc qui est un podcast féministe à jeux.ca. Puis c'est pour ça que j'ai été invitée par Thalie, mais concernant plus mon vécu avec les jeux de rôle, j'ai commencé à jouer à des jeux de rôle sur table quand j'avais à peu près 4-5 ans, parce que c'est mon père qui jouait avec ses amis, puis il m'invitait à s'asseoir avec eux, puis à rouler ses jeux d'initiative, puis tout ça, fait que je participais pas activement à la game, mais déjà là, j'en regardais justement les livres d'illustration, comme je me rappelle avoir épluché comme à répétition le manuel des joueurs de la 3e édition de D&D, genre je trouvais les images tellement belles. Je me rappelle entre autres, je sais pas si vous vous rappelez de l'image de, je crois que c'était la druide qui était comme avec son gros panache, là. Ça m'avait vraiment marqué, j'aimais vraiment beaucoup ces images-là. Puis je trouvais ça fascinant de regarder justement les créatures et tout ça. Que j'ai été introduite à jouer avec ce groupe-là justement quand j'avais à peu près 11-12 ans. Fait que c'était au moment, c'est ça, à peu près 10-11. Fait qu'en 2003, à peu près que j'ai commencé à jouer à des jeux de rôle sur table. Et j'ai été introduite au Grandeur Nature en 2006. Puis j'ai jamais pas passé un été en Grandeur Nature depuis 2006. Fait que je suis vraiment plus investie en Grandeur Nature, en fait, entre autres à cause que vous avez sûrement vécu ça aussi à plusieurs reprises, mais avoir un groupe et réussir à se voir souvent avec nos horaires très occupés, c'est pas tout le temps facile. Fait que je cherche activement à retourner au jeu de rôle sur table. Si jamais vous avez des disponibilités de fin de semaine, vous me ferez signe. Mais voilà, donc c'est mon histoire avec les jeux de rôle. Bonjour, moi c'est Élise. Moi j'ai commencé le jeu de rôle il y a une dizaine d'années en France. Un peu comme Fleurien, je voulais beaucoup tester le jeu de rôle, mais je connaissais personne qui en faisait jusqu'à ce que je tombe sur un groupe qui faisait du Shadowrun et qui m'a invité. Quand je suis arrivé au Canada il y a 2 ans, j'ai tout de suite cherché un groupe pour jouer parce que ça m'intéressait. Enfin, j'ai vraiment envie de continuer ça. Je sais pas quoi d'autre dire de plus, je pense qu'on verra par la suite. C'est bon. Mais moi, c'est Cynthia. Je suis cofondatrice de Obsession RPG Studio avec Chloé ici, puis Marie-Claude. Moi, j'ai été introduite par les jeux de rôle par Chloé Saint-Cerny qui est ici. Puis, au début, j'étais un peu comme Marie-Claude.
Puis comme Chloé, j'étais pas trop sûre de qu'est-ce qui se passait avec le jeu de rôle, comment ça allait marcher. J'étais pas très chaude à l'idée de pouvoir commencer à jouer. Puis je me demandais comment ça allait être vraiment, tu sais, le fun d'être assis à une table, puis juste de parler, puis d'imaginer des affaires. Puis au final, j'ai vraiment adoré ça. Puis là, après ça, ben, je suis rendue ici, puis c'est ça. J'ai maintenant comme Obsession RPG Studio qu'on a décidé de faire, puis là, on fait juste ça de notre vie. Fait que j'ai aimé ça. Salut, moi c'est Dédé. Pour moi que j'utilise, c'est Yep. Si jamais je dis prête, c'est normal. J'ai commencé les jeux de rôle en sortant du secondaire. C'est mon ami qui m'a invité à un GN, les Terres de Bélénos. Puis je savais pas en fait que je faisais du jeu de rôle depuis que j'étais tout jeune, jusqu'à temps que je me rende compte que c'est la même chose, mais t'avais des costumes puis des épées en buffer. Puis éventuellement après ça, j'ai découvert ici au Cégep du Montréal le club de jeu de rôle, Vieux Dragon. Fait que j'ai monté un peu ma communauté par rapport à ça. Puis par la suite, ça a été exponentiel là, quand j'ai commencé à connaître des amis à Toronto. Puis là, je suis beaucoup plus avide de la communauté au grand complet que juste comme mes petits amis. Puis comme Elisabeth, j'essaie souvent de faire des parties de jeux de rôle, mais c'est très difficile. Puis c'est ça, au plaisir de pouvoir discuter avec vous. Au plaisir. J'ai oublié de me présenter, mais oui. Thalie, C'est Thalie. Moi, j'ai joué aux jeux de rôle quand j'étais petite là, avec des gens au secondaire. Puis après, j'ai comme arrêté parce que j'avais pas de groupe. Puis au cégep, j'ai essayé de trouver un groupe. Ça a arrêté. En université, j'ai essayé. Ça a été après 2 parties, genre. Puis, mais là, maintenant, j'ai recommencé avec Florian puis Élise. On joue à une partie. Puis c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas moi qui parle aujourd'hui, c'est vous. Ok, fait que ma première question, c'est quoi la diversité pour vous, puis pourquoi c'est important? Je sais pas qui veut parler en premier, je sais pas comment on va faire ça. Ben, moi je dirais pourquoi c'est important, c'est que ça nous ouvre les yeux aussi sur ce qu'il y a dans le monde. Dans le fond, sur différentes ethnies, sur différentes sexualités aussi, parce que dans le fond, je trouve que c'est important de se pencher là-dessus parce que aussi, quand dans le jeu de rôle, admettons que tu veux interpréter aussi un personnage, c'est important d'avoir un peu d'informations aussi, pour pas que ça devienne une parodie. Parce qu'on veut pas parodier, tu sais, des fois on veut quand même bien rendre. Je sais que des fois, c'est quelque chose que nous, dans notre vie, on ne vit pas, fait qu'on peut pas le faire à 100%. Mais je trouve que c'est important de s'informer un petit peu pour bien interpréter, puis aussi parce que le monde est vaste, le monde est différent, puis c'est important de savoir ce qui se passe dans le monde, puis de vraiment être capable de bien l'interpréter, parce que dans un jeu de rôle, il n'y a pas juste une race, il n'y a pas juste un sexe, il n'y a pas juste... Fait que moi, je trouve que c'est pour ça que c'est important. Ce que je trouve qui est important aussi là-dessus, c'est vraiment aussi la normalisation, je dirais. Je trouve que présentement, les orientations, les sexes, tout ça, sont vraiment très stéréotypés, sont vraiment très étiquetés. Puis je trouve que de pouvoir en rajouter un peu partout, puis d'être capable de vraiment normaliser ça, peut-être comme, mais oui, toi, t'es bisexuel, mais oui, toi, t'es, admettons, t'es dans un corps de femme, mais tu t'identifies comme étant un homme, c'est quelque chose qui devrait être normal, pas juste obligatoire d'être étiqueté, puis d'être, OK, t'es dans une catégorie différente. Si on devrait tous être capable d'être sur le même plan, puis qu'on trouve ça juste normal. Si on n'a pas besoin de l'expliquer, on n'a pas besoin de le dire, que ça soit juste normal de pouvoir le dire. Puis même dans un jeu de rôle, que tu sais, ça soit pas quelque chose d'étiqueté. C'est pas, ah, t'es cette race-là, t'es cette chose-là. C'est vraiment juste, ben, t'es une personne en tant que telle, puis tu vis comme étant une personne, t'es complexe comme étant une personne, tu sais. Fait que ça, je trouve ça vraiment très important de pouvoir ajouter là-dessus. Mais il y a aussi le fait que la diversité, c'est plus que, exemple, une ethnie différente ou une sexualité différente, c'est aussi des capacités différentes, c'est des classes différentes, des classes sociétaires, socio-économiques. Des fois, ça nous permet de pouvoir nous-mêmes explorer certaines facettes qu'on n'aurait pas pu parce qu'on n'est pas dans ce bagage-là, mais aussi faire comme, ben, moi j'ai des frictions par rapport à ça, comment est-ce que je peux l'explorer puis être mieux dans cette situation-là, nos propres peurs, nos propres phobies, tout ça.
Fait que c'est pour ça aussi que la diversité est importante. Mais il faut se rappeler que la diversité, ben, c'est encore plus large que ce qui est très je m'en dire en vogue, parce que c'est très parlé en ce moment au niveau de la représentation de genre, la représentation sexuelle. C'est des combats qui sont très médiatisés en ce moment, non seulement avec MeToo, mais ce qui se passe beaucoup aussi aux États-Unis au niveau de la racialisation, mais des gens dont on n'entend pas parler. Fait que c'est important, oui, d'aller chercher l'information, oui, de pouvoir les représenter de manière, ce que je dirais, accurate, mais c'est aussi correct, dans la normalisation, de dire cette personne-là est en chaise roulante, c'est comme ça qu'elle est. On n'est pas obligé de jouer sur ses struggles comme personne en chaise roulante, ou qui utilise une chaise roulante, parce que elle peut marcher puis utiliser une chaise roulante pareil. Puis de juste avoir quelqu'un qui est noir parce qu'il a la peau noire, c'est correct aussi, on n'est pas obligé de vouloir représenter son expérience comme personne noire, puis même ça peut être nocif si on ne l'est pas. T'sais. Fait qu'il faut toujours être... parce qu'on n'aura jamais vécu de racisme si on est des personnes blanches. Fait que c'est important de mettre de la diversité, de les normaliser juste pour dire que c'est une personne qui a cette caractéristique-là, puis que c'est un fait. Mais aussi de ne pas trop tomber dans... voici l'expérience de cette personne-là, surtout si on ne l'a pas vécu. Je pense là-dessus aussi, genre, la différence quand tu crées un personnage versus un plotline. Puis genre, ça c'est quelque chose à vraiment faire le plus attention. C'est pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix-là? Est-ce que c'est parce que ça fait partie d'un tout? Ou est-ce que c'est la seule chose qui est intéressante pour moi dans ce sujet-là? Puis ça, c'est, je pense, qu'il faut faire vraiment attention, surtout si ça fait pas partie de notre expérience personnelle en tant que telle. Il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans ton introduction. Tu as dit, je me suis rendu compte que ce jour-là, comme, OK, auteur de Bélénos, je l'ai expérimenté, mais c'est quelque chose que je faisais depuis très longtemps. Puis, tu sais, c'est souvent quelque chose que j'utilise pour, quand surtout, ça arrive de moins en moins. Je pense que être geek, c'est devenu à la mode, mais il y a peut-être 15 ans, c'était un peu plus strugglant, là, si je peux dire, d'être geek. Et marginalisé, ouais. Puis, il y avait cette notion-là aussi, j'essayais des fois d'expliquer la valeur du jeu de rôle en disant, ben, lorsque les enfants jouent à des jeux d'imitation, c'est comme ça qu'ils apprennent certaines choses de comment leur monde fonctionne, comment eux-mêmes peuvent fonctionner dans l'univers qu'ils vont se créer, puis dans aussi comment est-ce qu'ils réagiraient dans des situations où est-ce que, par exemple, on fait semblant qu'on est des pompiers, ou on fait semblant qu'on est des agents secrets, ou tout ça, mais que tous ces jeux-là qui sont faits lorsqu'on est enfant deviennent des moments d'apprentissage. Puis dans le fond, le jeu de rôle sur table puis la grandeur nature, c'est une espèce de façon que les plus vieux, les adultes, continuent à recréer ces environnements-là d'apprentissage, puis ces environnements-là où on va aller tester nos limites. Puis ce que je trouve super intéressant là-dedans, c'est de se rappeler que quand on était enfant, ben on n'avait pas tous les apprentissages, mais maintenant qu'on est des adultes, est-ce qu'on peut réussir à faire ça de façon safe? Et ça, c'est tout un autre domaine parce que lorsque justement on se dit « Ah, ben, je vais aller explorer des facettes de moi-même ou des facettes que j'ai pas expérimentées, mais où est-ce que je vais vouloir le vivre? » Je raconte souvent en disant « Tu sais, en grandeur nature, j'ai vécu le deuil, la trahison, j'ai vécu des choses épouvantables, j'ai vécu, tu sais, la mort d'un enfant, c'est pas des choses que j'ai expérimentées moi dans la vraie vie, mais que l'avoir vécu safe, avec des gens à qui je faisais confiance, m'a permis d'en apprendre plus sur moi. Puis une fois arrivé dans la vraie vie, devant des situations de crise, j'avais vraiment l'impression que j'avais développé plus d'outils que si j'avais pas passé par les grandeurs nature puis par le jeu de rôle pour aller explorer justement ces facettes-là. Puis en termes de diversité, je pense que ce qui est touché, puis là, tu sais, on est dans un panel en ce moment qui est exclusivement blanc. Je ne veux pas prendre pour acquis si peut-être que vous avez d'autres choses comme immigrants de deuxième génération, des choses comme ça, ou même première, là, je ne veux pas prendre pour acquis rien. Mais tu sais, quand même là, lorsqu'on a été confrontés, moi j'ai déjà vu des blackface en GN, tu sais, puis là j'étais comme, mais ça n'a aucun bon sens. Puis je me dis, mais c'est sûr que si ces gens-là sont jamais confrontés à croiser des gens de la diversité, qui leur a pas comme mis peut-être comme un holà sur ces comportements-là, ben ces gens-là continuent peut-être à produire des comportements qui fait que ben ça attire pas la diversité si tu te rends dans un GN puis que tu peux voir comme... C'était pas un draw, là, c'était vraiment un blackface, là, puis j'étais comme... Ça n'a aucun bon sens, tu sais. Puis dans ce GN-là où j'ai vu ça,
j'avais décidé de faire un personnage en situation de handicap où je me promenais avec une canne. Puis là, je me suis dit, est-ce que quelqu'un qui m'avait vu à ce moment-là avec cette espèce d'appropriation de capacitisme-là, est-ce que cette personne-là aurait été comme choquée de me voir comme ça? Puis c'est pour ça que c'est comme des questions que... Je pose des questions, j'ai pas les réponses, mais genre, tu sais, c'est comment est-ce que tu peux réussir à interpréter cette diversité-là dans le respect, mis à part ce qui a trait à la recherche, peut-être aussi de justement la sensibilité de faire partie de la communauté. Tu sais, je fais partie de la communauté LGBTQ, c'est plus facile pour moi de la respecter parce que je comprends le vécu que j'ai par rapport à Puis ça. encore là, étant donné que c'est pas un tout homogène, même si tu dis, ben, je représente comme une facette de cette... Mais c'est une facette de cette communauté-là. Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça que tu peux tout à fait demander à une personne noire ou à une personne latina de faire comme, OK, ben, si je joue mon personnage comme ça, c'est correct. Ben, là, fait comme, ben, tu peux jouer comme tu veux ou, tu sais, il y en a qui ils s'en balancent, puis il y en a d'autres comme, non, moi je suis sensible là-dessus, mais c'est par rapport à leur vécu aussi, tu sais. Fait que c'est touché. Ouais. Je pense que ça prend beaucoup de sensibilité, mais je pense que c'est mieux de l'essayer pareil pour attirer des gens, puis après ça, puis faire comme, ben, on se réajuste au fur et à mesure parce qu'on apprend avec nos expériences. Faut être juste ouvert dire- à la critique aussi. Oui, Parce que si on fait quelque chose pas comme il faut, puis il y a quelqu'un qui nous dit ça, c'est peut-être pas une bonne chose, peut-être là, il faudrait réfléchir, dire, OK, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien à ce moment-là? Parce que si t'es pas ouvert, puis déjà là, tu peux créer des conflits qui vont faire comme d'habitude, dans le fond, là. Des gros problèmes, puis... Mais c'est ça, puis il faut être sensible à nos propres expériences aussi. Je veux dire, si moi, comme personne, quelqu'un qui arrive, qui me pointe, qui m'accuse, si moi j'ai vécu ça dans des expériences traumatiques, il faut que je sois consciente que est-ce que c'est à propos de moi? Est-ce que c'est l'action? Est-ce que c'est le geste? Est-ce que c'est... Puis de ne pas réagir automatiquement, puis juste d'être capable de pouvoir prendre un certain recul. Tu sais. Je le disais comme dans mes notes aujourd'hui, il y a Avery Alder, qui est une autrice de jeux de rôle, moi je la connais pour Monster Heart, pardon. Elle a fait un trait sur qu'est-ce qui est justifié comme demande et qu'est-ce qui est vertueux comme demande. À quel point est-ce que, puis surtout par rapport à la diversité, c'est super important de dire, c'est justifié de demander est-ce qu'on fasse plus de place aux personnes de couleur, qu'on fasse plus de place aux personnes handicapées ou de toutes sortes, mais est-ce que c'est vertueux de dire on va prendre une personne de couleur puis voilà, genre maintenant une personne de couleur à notre table ou quoi que ce soit. T'sais. Notre token. Oui, c'est ça, notre token, personne de couleur. Fait que c'est important de par rapport à nous-mêmes, de dire, OK, je me suis sentie attaquée, oui, il y a une ouverture d'esprit, je suis sentie attaquée, mais est-ce que la personne était justifiée ou est-ce qu'elle était vertueuse? T'sais? Puis ça, je pense que ça teinte beaucoup nos discours puis nos échanges dans ce genre de communauté. Qui, d'abord, tu sais, comme on dit souvent, oui, mais il y a beaucoup d'hommes blancs, cis, hétéros, là, mais à la base, surtout dans les plus vieux, c'est des gens qui étaient ultra marginalisés, qui ont vécu énormément d'intimidation à l'école, puis qui se sont réfugiés dans le jeu de rôle. C'est un trope qu'on a vu maintes et maintes fois. C'est encore utilisé comme punchline dans des séries. Big Bang Theory, c'est une série au complet sur les nerds sont des punchlines, puis leur nerdisme est du punchline. Fait que même si c'est plus mainstream, puis c'est comme un peu normalisé, mais il y a encore cet attachement-là que les gens qui sont possiblement les plus privilégiés dans notre communauté ont de la misère à cette ouverture-là parce qu'ils se sentent attaqués. Fait que je pense que cette conversation-là est difficile pour ces raisons-là, mais il y a aussi le fait qu'il faut faire attention pour rapper ça là. Il faut faire attention pour dire, même si la personne est dans la virtuosité, qui elle est. T'sais. Si c'est une femme blanche que tu privilèges versus une personne trans de couleur qui dit non, je me sens attaquée parce qu'il y a cette raison, je pense que la virtuosité de la personne qui est la plus marginalisée mérite d'être plus écoutée que celle qui est peut-être en train de performer ce qu'on appelle du lashing. J'utilise gros termes, mais c'est ça.
Parce Je que, suis montée en tension. parce que tu sais, c'est quelque chose que des fois j'ai nommé en contexte de grandeur nature, où est-ce que je disais, ah ben tu sais, il y a du bullying quand même dans le milieu, comme il y a une façon vraiment inappropriée des fois que les dossiers sont traités. Puis une des critiques, comme des arguments que je me faisais donner, c'est, ben la plupart des gens qui sont en ce moment en train de faire du grandeur nature, on est des survivants de bullying. Donc, ils me croyaient pas quand je disais qu'il y en avait, tu sais. Puis j'étais comme, ben non, mais il y en a. Puis ils sont comme, non, mais il n'y a pas de raison. Je veux dire, les gens, on est tous des survivants de bullying. Il n'y a pas de raison que. C'est comme. Oui, c'est un pattern qui se répète. Ben c'est ça, exactement. Tu sais, t'étais peut-être la marginalisée de ton école, mais là, en ce moment, t'es peut-être genre le badass chevalier blanc du GN. Puis ça te donne une crédibilité qui peut-être fait que tu reproduis ces comportements-là quand même, tu sais. Fait que, tu sais, l'argument, justement, le trope de la personne marginalisée qui reproduit des comportements toxiques, là. De toute façon, j'apprends rien à personne en disant que la communauté geek c'est excessivement toxique, même si elle est bien agréable quand même, là, sur d'autres aspects. Ouais, il y a encore beaucoup de travail à faire, comme dans n'importe quelle communauté. Non, c'est ça. Ben, c'est un peu inévitable, tu sais, il y a toujours une certaine toxicité parce que on est en société. Donc, à un moment donné, il faut juste le réaliser et essayer de trouver des solutions, je crois bien. Je pense qu'il y a aussi des niveaux de toxicité qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, quelqu'un qui est nouveau, qui arrive sur le fait, puis qui reproduit des comportements toxiques qui sont comme acceptables dans la société, puis une fois que tu la prends en part, tu fais comme, garde, fais pas ça ici parce que c'est pas fun, tu sais. Puis qu'elle finit par se réajuster, puis de s'excuser, puis de montrer concrètement que non, elle veut s'améliorer, puis tout ça, c'est déjà plus... Tu sais, j'ai tendance à plus réaccepter, puis à faire comme, ok, c'est quelqu'un qui veut vraiment écouter, puis essayer, versus la personne que tout le monde sait que cette personne-là est toxique parce que il y a des murmures partout. C'est comme quand tu arrives dans une maison, puis tu dis, il y a une marche qui est brisée ou qui craque plus que les autres, puis tu fais comme, moi je sais que cette marche-là, il faut l'éviter. Puis tout le monde qui connaissent la communauté savent que cette marche-là est à éviter, mais que la nouvelle personne, elle va se faire prendre au jeu, puis elle va se faire du mal à cause de ça. Fait que, faut voir à quel point est-ce que, dans l'aspect de l'adversité, puis aussi de l'inclusion, pourquoi est-ce qu'on exclut certaines personnes, puis pourquoi est-ce qu'on les inclut, c'est très important aussi. Puis ça dépend pour quelle raison, je pense. La communication est vraiment très importante dans tous les milieux, sérieusement. Que ce soit vraiment sociétaire ou que ce soit plus aussi dans une relation, que ce soit amical ou quoi que ce soit, c'est toujours comme... La communication doit toujours être là, puis doit toujours être vraiment très importante. Puis c'est là aussi qu'on voit le bienfait ou sinon aussi le mauvais côté que cette relation-là, en tant que telle, que cette personne-là peut apporter aux autres aussi alentours. C'est vraiment, avec la communication, c'est le seul moyen qu'on peut vraiment savoir si cette personne-là veut vraiment bien faire ou si cette personne-là s'en fout complètement de ça. On parlait de toxicité. Des fois, comme tu parlais justement que tu vois qu'il y a une marche qui est brisée, qui craque plus. J'ai déjà eu une expérience, le premier groupe de D&D que j'ai eu, que, tu sais, il y avait, je nommerai pas de nom, je veux pas nommer de nom, mais il y avait un joueur que, tu sais, lui, vraiment, c'était tout le temps, suck my balls, tu sais, qui était tout le temps, genre, vraiment agressif, puis à tous les personnages, genre, il les traitait de nom, il traitait de nom tout le monde, puis vraiment, il était over the top, là, vraiment. Puis lui, tu sais, on lui disait de se calmer un peu, de pas traiter tout le monde de nom, puis de pas vouloir, tu sais, tout le temps être meilleur que tout le monde, tout le temps, parce qu'on veut juste, tu sais, on veut jouer, puis on veut avoir une bonne ambiance, puis tu sais, ça changeait jamais. C'était toujours comme ça, puis c'est là qu'il faut se poser aussi, je pense, la question. T'interviens avec cette personne-là, puis ça marche pas, donc qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça serait mieux de l'enlever du groupe, tu sais, parce que ça aussi c'est touchy, parce que, tu sais, on veut pas nécessairement mettre à part des gens, mais c'est sûr que quand ça nuit, ça aussi c'est compliqué à savoir. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, je crois que la seule solution c'était l'expulser. Puis là encore, il fallait que les autres personnes soient d'accord. Oui, Ouais, aussi. qu'il fallait l'expulser. Oui, mais ça n'a pas été trop difficile parce que vraiment, il était tellement problématique que les gens étaient pas mal d'accord avec ça. Donc, C'était pas assez, genre, insidieux pour que
comme c'était tellement dans ta face que comme ça a été facile de prendre une décision. Non, c'est ça exactement, parce que vraiment, il était vraiment odieux tout le temps. Puis, tu sais, c'était rendu que même, tu sais, en dehors des games aussi, il était presque harcelant. Tu sais, c'était vraiment désagréable. Donc, il n'a pas le choix de, comme, le DM a dû couper un pont, puis être comme, on peut plus, là, ça va faire. Parce que je veux dire aussi, on était beaucoup, il y avait beaucoup plus de gars, mais on était 3 filles. Puis, tu sais, aussi, il essayait beaucoup, genre, sur nos personnages féminins, parce que veut pas, c'est ma première game, fait que moi, évidemment, je suis une fille, tu sais, qui me ressemble un peu, parce que, tu sais, on y va tout le temps un peu comme ça, au début, on sait pas trop comment. Ouais, c'est ça. Fait que là, veut pas, tu sais, je me fais harceler tout le temps par un nain qui est là, puis qui me sacre après, puis, tu sais, qui essaie de me cruiser en même temps. C'était pas super. Ouais. Puis des fois, ce qui arrive, c'est que tu es peut-être la seule personne qui ressent ça, puis c'est toi qui s'en vas du groupe au lieu. Oui, c'est ça, parce que si tu le dis pas, s'il n'y a pas une conversation, parce que les autres s'en rendent pas compte, puis là, tu t'en vas pour rien, au final, peut-être. Ça revient à la communication. Oui, c'est ça, c'est exactement. Justement, parce qu'il n'y a personne qui dit rien. Peut-être que tout le monde est exactement d'accord, puis qu'au final, tu sais, tout le monde aurait voulu. Puis là, tu finis par partir parce que tu te dis, ben là, tu sais, ça n'a pas d'allure. Puis là... Non, c'est vrai parce que si personne se parle, je pense, tu sais, c'est là que aussi les gens sont touchés, puis qui sont tristes aussi, ou fâchés, puis dans le fond, même aussi, je pense que si les gens s'en rendent pas compte, c'est important de le soulever parce que justement, après ça, ils vont peut-être faire plus attention, puis se rendre compte que, ah oui, c'est vrai, tu sais, il me semble qu'il dit tout le temps... la même phrase. Non, c'est inconscient. C'est ça. Ben, c'est vrai, je pense que les gens, souvent, ils veulent pas être foncièrement méchants en général. Fait que c'est juste souvent, là, les gens s'en rendent pas compte. Puis si tu le dis, souvent, genre une progression après, puis ça va mieux. Des fois, ça peut être un tic presque nerveux, surtout s'ils sont peut-être pas des génies sociales. Non, ben ça arrive, c'est c'est vrai. Ça dépend de leur environnement ou qui ont été... Oui, c'est ça, il y a toutes sortes de personnes, on ne sait pas c'est quoi leur passé, c'est quoi leur histoire. Fait que, pour vrai, on pourrait faire un panel de 2 heures juste sur le traitement des traumas en GN puis en GN. Ah ouais. Puis c'est vraiment mon cheval de bataille cette année, là, genre, j'aimerais ça instaurer comme des safe words, genre en GN puis tout ça. Parce que, en tout cas, comme je dis, ce serait vraiment un tout autre sujet. Mais je sais pas si ça serait le bon moment de prendre la balle au bon puis de discuter peut-être justement de quelque chose qui me fait quand même rire, puis sûrement que vous avez ça aussi en jeu de rôle, puis tout ça. Mais tu sais, c'est comme l'espèce de constat. Personnellement, ce qui m'intéresse beaucoup dans le terme de diversité concernant mon propre vécu, c'est beaucoup le traitement de l'hétéronormativité en GN, tu sais. Puis ce que je trouve quand même fascinant, c'est que on est tous capables de mettre notre cerveau à off puis de s'entendre qu'on n'est plus sur la planète Terre, on est rendu dans un monde imaginaire où il y a des elfes, puis il y a des orques, puis il y a plein d'affaires, mais comme c'est un peu bizarre que l'homosexualité soit présente, puis c'est souvent même encore dit à demi-mot, puis il faut que ça soit un secret de personnage, puis quand les personnages décident de vivre leur homosexualité, qui est souvent jouée, pas tout le temps, mais souvent jouée par des personnes hétérosexuelles, en tout cas de ce qui est performé dans la vie en général, puis que là ils disent je vais faire un personnage gay, ça va être drôle, puis que là tout d'un coup ça se transforme souvent dans une espèce de traitement très très caricatural, mais aussi qui va souvent venir, en tout cas je sais pas pour vous, là, mais ce que j'ai observé c'était beaucoup justement des personnes hétéros qui décidaient de jouer des personnages gays et qui décidaient d'avoir une espèce de traitement comme mais quasiment proche, c'est comme si leur personnage, en étant une personne pan, bi ou gay, était comme presque pervers, tu sais, tout ce qui venait un petit peu avec cette espèce d'obsession-là, tout ça, tu sais, puis c'est comme, ça va être comme ça que je vais le jouer, tu sais, il y a eu, j'ai été témoin quand même de sexualisation. Ouais, c'est ça, une espèce de, tu sais, hyper performance de leur sexualité, puis de justement, tu sais, d'être très très dans, genre, je vais cruiser tout ce qui bouge, puis tout ça, alors que c'est comme, ben les bi, on n'est pas tous de même, là, on saute pas sur tout ce qui bouge, puis même si c'était le cas, ça serait pas nécessairement mal, mais c'est parce que c'est pas juste comme ça que ça se joue, tu sais. Puis je trouve ça quand même fascinant de dire, comme les personnages qui vont avoir tu sais, les NPC qui vont être super importants
sont souvent quand même hétérosexuels, mais par exemple, tu peux faire de la magie, tu peux pitcher des boules de feu, mais ça serait weird que le roi de telle affaire ou la reine de telle affaire soit, genre, Oui, pas il n'y hétéro. aurait pas deux rois. Ben, c'est ça. Mais surtout que, tu sais, même dans nos histoires, tu sais, comme en ce moment, les historiens, ils écrivent les personnages, les personnes ou les personnalités comme si ça n'existait pas, tu sais, puis après ça, tu relis, genre, certaines autrices, certains auteurs, puis tout ça, puis là, tu fais comme, c'est parce qu'il y a plein de queer coding dedans, puis c'est juste que vous vous dites, ah, c'était des amis de longue date, comme, non, they were clearly having sex together, genre, c'est deux vieilles filles qui ont passé leur vie ensemble dans une maison de campagne, ça peut-tu, genre, dire, nommer les mots comme ils étaient. Non, mais c'était juste ma coloc. C'est ça, ben, on s'entend qu'on n'est pas là, puis on connaît pas leur vécu, mais en même temps, juste de dire, ben, c'est deux vieilles filles, blablabla, ça efface une partie de leur réalité. Puis dans un contexte, mais surtout, en général, on parle surtout de médiéval fantastique. T'sais, moi, je pense toujours à Game of Thrones, où il y a de la violence sexuelle, à plus savoir qu'on peut faire, mais il y a des fucking dragons. Puis là, tu fais comme, pourquoi est-ce que tu as besoin d'une scène de viol à chaque, comme, 3 épisodes? Quand t'as des fucking dragons tout le temps. Genre. Pourquoi est-ce que les malades sont plus souvent tout nus que tout le reste du cast? Puis pourquoi est-ce que c'est souvent comme les personnes qui sont marginalisées qui meurent en premier? On pense souvent puis dans tous les médias, là, je veux dire, souvent, ça va être les personnes marginalisées qui ont l'air d'être le plus vulnérables, et donc c'est celles qu'on va tuer en premier. Puis là, tu fais comme, oui, mais pourquoi est-ce qu'on peut pas leur donner un destin qui est autre que de mourir? Puis c'est pour ça que je pense que la normalisation des personnes qui sont différentes, puis de juste faire comme, c'est un fait à propos de ce personnage-là, que cette personne-là soit bi et non pas de trop faire sur sa sexualité, ou de juste faire comme, ben, elle n'a pas brune, puis c'est ça qu'elle fait. C'est toutes des choses que tu dis, ben, non seulement ça donne un destin autre à ce personnage-là, tu performes pas comme sa race ou son ethnie, surtout, parce que race, il faut enlever ça dans le vocabulaire. Mais en jeu de rôle, c'est particulier, parce que... Oui. Oui, mais on comprend ce que tu veux dire. On comprend tout à fait. Mais c'est ça, d'avoir juste une caractéristique qui dit, ben, cette personne-là, il manque un bras, puis c'est tout. Genre. Fait que comme quand ce qui est de dire, de prendre des choses de la main droite, puis t'es comme, ben, j'ai pas de main droite, fait que, qu'est-ce que je fais, tu sais. Puis de juste rajouter ce fait-là, puis de pas dire, ah, ça me fait du mal de pas avoir de main droite parce que c'est XY. C'est comme, je peux pas faire ça, fait qu'il faut faire autrement. Tout simplement. De juste prendre ça en considération, comme si la personne n'avait pas mangé cette journée-là. C'est aussi simple que ça. C'est un fait, c'est tout. Ça, j'aimerais ça juste, je sais pas si, là je veux pas virer ça en critique d'un film, là, mais juste parce que ça m'a fait passer, je sais pas si vous avez vu Bird Box, mais c'est comme un exemple d'un film super récent, si vous l'avez pas vu, écoutez-moi pas. Spoiler. Ouais, c'est ça, mais genre, parce que justement, ça, tu sais, je me disais, tu sais, on est en 2019, là, tu sais, je peux pas croire, tu sais, c'est comme quand même un gros film, tu sais, je peux pas croire qu'on va faire encore les mêmes erreurs, puis là, c'est genre, dès le début, c'est qui la première personne qui meurt? C'est le gars qui est gay, asiatique. Là, après ça, tu sais, c'est comme toutes les minorités y passent. Puis en plus, il y a la double insulte d'être une minorité qui est là pour être l'arc de rédemption d'un personnage blanc, hétéro, genre. Puis c'est comme, c'est doublement insultant. C'est comme, ok, fait qu'il y a tout coché les cases qu'ils voulaient. Puis là, en plus, ils ont glamorisé, ben là, leur personnage qui était full méchant puis qui était homophobe, ben là, en fin de compte, il peut se faire pardonner parce que le gars qui est gay, asiatique, lui, il a pardonné, fait qu'on peut passer à autre chose. Maintenant, on peut l'aimer. Tu sais, c'est comme ça donne une excuse à la personne qui écoute le film, genre, de se dire, ah ben non, en fin de compte, c'est pardonnable, puis tout ça, puis de comme minimiser en plus la lutte de cette personne-là, puis c'est genre... En tout cas, je pense que ça, juste le fait que ça soit un film comme, qui vient juste de sortir, puis qui manque encore toutes les mêmes affaires, que c'est comme, ils vont-tu genre apprendre à un moment donné, genre que, tu sais, ça serait le fun d'avoir un autre, genre structure différente d'un film, puis pas regarder les 5 premières minutes, puis tout de suite savoir l'ordre dans lequel les personnages vont mourir. Ouais, c'est ça. Voici mon pool, là, puis voici qui meurt en premier. C'est ça. Puis je trouve ça d'autant plus d'actualité que, tu sais, les Oscars, c'était quoi? C'était la semaine passée ou là, 2 semaines. Puis l'Oscar du meilleur scénario, je pense que ça a été pour un film qui parle... The White Savior, merci! C'est un film qui dit... Ce personnage blanc-là, qui est super masculin puis toxique, qui vit dans le sud, il va avoir son arc de rédemption entraînant une personne noire, gay, dans...
Ouais, Green Book. Fait que tu dis, je pense qu'on est capable de pouvoir faire dans la diversité sans tomber dans l'arc de rédemption de tous les personnages, puis aussi de faire comme, ok, maintenant j'ai rajouté la diversité, tu sais, je peux être exempté de toute critique, tu sais. Surtout quand tu finis par tuer tout le monde. Il y a une question quand même intéressante aussi concernant la représentation, parce que là on parle de, mettons, médiéval fantastique, tu sais, puis ça me faisait penser, tu as dit que ton premier GN c'était Les Terres de Bélénos. J'ai fait Les Terres de Bélénos comme 3 fois, mais ça m'avait vraiment marqué que le choix, tu sais, comme le choix du GN, on revient à plus parler de trauma que de diversité, mais le choix du GN, c'est de dire, nous sommes dans un monde fantastique, et dans notre monde fantastique à nous, l'agression sexuelle n'est même pas un concept que vous pouvez imaginer. Donc, on n'en parle pas, on ne le fake pas, ça n'existe pas. Tu peux pas dire que telle personne est le résultat d'un viol. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Puis je trouvais ça vraiment intéressant comme choix, tu sais. Mais lorsqu'on parle, par exemple, de GN+, je fais beaucoup de GN aussi d'inspiration historique. Puis il y avait eu des critiques, par exemple, avec certains rôles où est-ce qu'on disait « Ok, ben tu peux pas les faire parce que ton genre, tu sais, comme historiquement, c'était pas des femmes ou c'était pas des hommes. » Puis il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites. Ben c'est pas juste, tu sais, comme c'est pas juste parce que, tu sais, j'ai peut-être envie, moi, de vivre cette expérience-là, mais parce que on s'inspire d'un monde historique où les femmes étaient souvent, tu sais, diminuées à certains rôles qui sont pas super intéressants. C'est assez ordinaire que tu m'empêches peut-être de vivre mon expérience, tu sais, de chevalier, tu sais. Puis j'ai un exemple de chevalier, mais il y en a eu d'autres. Puis tu sais, finalement, il y a eu comme plusieurs écritures de règles dans GN que je pense où justement ils ont fait des rôles beaucoup plus comme gender neutral. C'est comme, c'est pas important parce qu'on n'appelle pas ça des chevaliers, on appelle ça autre chose qui comme fit dans l'univers, qui fait comme un mercenaire, mais c'est pas... Tu pourrais être une mercenaire, tu sais, ça n'a pas rapport. Ou, tu sais, comme, au lieu de dire les dames de la cour, on va dire comme les personnes, tu sais, les personnes s'occupant de la diplomatie. Fait que là, c'était plus large, fait que là, c'était pas obligé d'être des hommes, des femmes, puis tout ça. Puis, tu sais, c'est des choix quand même qui ont été faits. C'est le gène auquel je pense, c'est le royaume de l'Avalon, puis ça fait comme 22, 23 ans, je pense que ça existe, le royaume, je ne vais pas me tromper. Puis, tu sais, il y a eu beaucoup de changements. Puis, la dernière édition des règles qui est sortie il y a 2 ans, justement, en fait, ce travail-là d'espèce de gender neutralization des classes pour s'assurer ça. Parce qu'il y avait eu des settings qui avaient été suggérés avant le reset, puis les gens disaient « Ok, mais si je suis un gars, je pourrais pas faire ça. » Puis la personne avait répondu de façon super bonne enfant, « De toute façon, quel gars vous devez jouer ça? » Puis on était comme « Non, on peut pas croire que tu as dit ça. » Mais c'est ça, puis tu sais, je me dis, tu sais, moi, j'ai jamais vécu l'expérience du racisme, mais tu sais, il y a, vu que c'est historique, il y a eu des gens qui, historiquement, je pense entre autres à l'ancien setting, ce qui était un setting autour de l'histoire de Richard Cœur de Lion, où il y avait les croisades. Ben oui. Puis je me dis, moi, si j'étais une personne d'origine, je sais pas, moi, d'origine, tu sais, moyenne-orientale ou d'origine juive, puis là, qu'on voyait justement le traitement qui était fait des personnages historiques qui étaient traités à la cour d'une certaine façon, pas super nice, là, je vais vous avouer, là, souvent. Puis je suis comme, mettons, moi, je veux jouer un personnage... comme, je sais pas, moi, j'ai envie de jouer un personnage de la cour du roi Richard Cœur de Lion, mais je fais partie d'une minorité visible. Puis là, est-ce qu'on va pouvoir passer outre ma couleur? Ou au contraire, est-ce que je vais jouer, mettons, cette expérience-là? Mais je sais juste pas comment je me serais sentie comme accueillie dans cette espèce de dynamique-là. Est-ce qu'on va reproduire le racisme que je vis en société? Exactement. Setting, là. Exactement. Puis ça, je trouve ça cool parce que de plus en plus dans le jeu de rôle, il y en a qui explorent ou qui, comme tu dis, qui mettent des règles pour que tu puisses décider si t'en mets ou pas. Hier, à la table des jeux sur demande, il y a quelqu'un qui a runné une game de Good Society Jane Austen. Puis il y avait des possibilités dans les règles de faire comme à quel point est-ce qu'on veut que ça soit historique, à quel point est-ce que on veut que ça soit très dramatique ou pas. Fait que ça donne le ton du jeu, ça donne quel genre de... Puis on le décide ensemble avant la game, fait que tout le monde est d'accord. On peut avoir cette discussion-là avant de commencer, puis c'est dans les règles. C'est pas genre, ben moi finalement je suis inconfortable là-dedans et donc je m'affirme. Fait que je trouve ça pertinent puis vraiment intéressant en termes de jeu de rôle, d'avoir cette possibilité-là, que ça soit mis directement dans les jeux.
ça serait le fun qu'on puisse l'avoir dans des jeux qui sont plus, non seulement traditionnels, mais qui sont plus mainstream. Mais je trouve que c'est déjà une bonne percée, puis on devrait, si, exemple, dans la game de D&D, on le fait pas déjà, faire comme, ok, ben, qu'est-ce qu'on veut comme jeu? Puis, tu sais, on parlait d'outils, il y en a des outils, tu sais, c'est juste qu'on les connaît pas. L'année passée, Draconis ont rajouté la X-Card suite à XY Décision, ce que j'ai trouvé super cool. Mais aussi durant C'était-tu durant celle-là? Non, même pas, c'est au premier Draconis, c'est Vincent qui avait introduit les lignes et les voiles, qui est un outil que moi je connaissais pas du tout. En gros, les lignes, c'est les limites à ne pas dépasser en termes de qu'est-ce qu'on veut comme game. Puis les voiles, c'est comme, ben, moi, ce sujet-là, pour moi, il est sensible. J'aimerais ça, ça peut peut-être exister, mais je veux pas rentrer en détail là-dedans. Fait qu'on pouvait discuter de, ben, c'est quoi ma limite, mais moi, je ferais pas de suicide. Vincent, il voulait pas de violence faite aux enfants. Puis on a donné d'autres trucs comme ça. Puis je pense qu'il y avait de la violence sexuelle aussi là-dedans. Puis il y en a d'autres qui fait comme, ben, moi, ben, c'est pas l'infanticide, je me souviens pas c'est quoi. Il y avait une sorte de meurtre que cette personne-là fait comme, ben, j'aimerais ça qu'on touche pas à ça. Ça peut être nommé, mais qu'on ne rentre pas en détail là-dedans. T'sais. Fait qu'il y a des outils comme ça qui existent. Malheureusement, je pense que dans la communauté, surtout francophone, du moins de ceux que je connais, on les connaît pas, ces outils-là. Je pense qu'ils gagnent à être connus. Mais même sans avoir ces outils-là, je pense qu'on est capable d'avoir des conversations, de faire comme, ben... Parce que ben moi, je ne connaissais pas ces outils-là, puis... Je dis outils beaucoup, pardon. Juste gamme, quand on a commencé notre game de Draconex, je vais genre 10 ans, là, lui-même, il avait pris l'initiative de dire, ben, qu'est-ce que vous voulez pas avoir dans votre game? Puis on a pu, sans avoir à dire, ben, voici l'outil Line and Veils. Il dit, ben, qu'est-ce que vous voulez pas avoir dans votre game? Puis on a pu discuter de ça, puis faire comme, ben, moi, je vais avoir des enfants dans le game, je veux pas que tu les tues. Fait comme, même sans savoir que c'était un outil, on a pu avoir, c'est ça, il y a des moyens d'avoir ces discussions-là aussi, sans dire que, voici une carte qui existe. Ben, c'est vrai que c'est bien parce que je me souviens, ma première game, mon perso avait eu un peu de violence sexuelle, mais je m'y attendais pas. Fait que moi, sur le coup, j'étais comme un peu sous le choc, tu sais, dans le sens, quand tu te dis, est-ce que c'est arrivé, mon personnage? Puis là, tu y penses, puis là, tu restes là-dessus, tu sais pas quoi en penser, parce que, dans le fond, on s'était fait capturer dans un donjon par des were-rats. Puis là, en enfermant mon personnage dans une des cellules du donjon, ils ont fait un peu d'attouchement. Puis moi, je m'attendais pas à ça, tu sais. C'est gratuit. Fait que moi, tu sais pas quoi penser, là, tu t'attendais pas à ça, il y a personne qui te dit « Ah, ça se peut qu'il y ait ça, peut-être dans mes games, ça se peut... » Fait que moi, j'avais pas eu le réflexe d'en parler parce que c'est la première fois que je jouais, je savais pas quoi dire, j'étais juste abasourdie, je savais pas comment réagir. Fait que oui, c'est vrai que c'est bien d'en parler, je pense, parce que sinon, tu te ramasses comme moi à pas savoir ce qui vient de se passer, puis c'est pas nécessairement tant agréable, je dirais. Avec un traumatisme de seconde main, là. Non, c'est ça, tu sais, je veux dire, oui, il y a des choses, parce que même dans la vraie vie, c'est des choses vraiment plates qui peuvent arriver, puis il y en a qui l'incluent dans leur partie, parce qu'il y a de la violence, puis peut-être qu'ils se disent que ça en découle à ça, mais je pense que les personnes devraient le savoir, peut-être, ou au moins savoir que... Ouais, c'est ça, savoir que le DM va peut-être faire ce genre de choses-là, parce que quand tu n'es aucunement au courant, tu fais un peu le saut. Puis aussi, il faut penser au fait que ça dépend, genre, plus qu'on change la démographique des joueurs, il faut que les GM ils pensent à changer leur façon de penser parce que justement, les traumatismes qui affectent leur démographique changent en même temps. Le fait reste que la majorité, c'est des femmes qui sont, c'est pas juste les femmes, mais la grande majorité, c'est les femmes qui sont agressées sexuellement. Puis le fait que ça soit un des plotlines les plus populaires pour quand c'est un personnage féminin, que ce soit un NPC ou un joueur, c'est ça comme on dirait des fois le go-to.
Puis pas juste pour les jeux de rôle, mais aussi pour à la TV, justement, Game of Thrones. C'est comme, ah, il faut que je rende ma personnage femme plus intéressante, elle va se faire violer. C'est genre tout le temps comme, quand elle a eu un passé, un traumatisme dans son passé, 90% des chances que ça soit relié à ça. Puis, tu sais, le fait, c'est qu'il y a d'autres façons de rendre un personnage intéressant. Puis, il y a d'autres façons d'avoir un personnage qui a de la force, autre que ces sujets-là. Puis, justement, elle a d'autres diversités qui font partie de sa vie aussi. Tu sais, juste être femme, c'est un aspect. Ça vient aussi à l'affaire de plotline versus personnage de tantôt. Il y a tellement d'autres choses qui font partie de son vécu. Justement, c'est peut-être une femme qui est racisée, c'est peut-être une femme qui a vécu du capacitisme dans sa vie ou plein d'autres sujets qu'on peut toucher, que ça ne soit pas juste genre le seul aspect qui devient comme intéressant de ce personnage-là, qui devient comme la ligne de base de ce personnage-là. Ouais, même si c'est une réalité, parce que beaucoup de femmes dans la vie vont vivre de la violence sexuelle, c'est vrai que c'est pas obligé d'être juste ce qui fait cette femme-là, ce qu'elle représente. Je veux dire, elle a une vie, elle a eu autre chose que ça. C'est pas juste une victime. C'est ça. C'est ça, puis aussi, chaque personne va réagir face à ça de façon différente. Fait que, tu sais, de dire, ah, ben, tu sais, c'est ça qui a fait qu'elle s'est rendue ou qu'elle est là. Ben non, tu sais pas, tu sais, ça l'affecte tout le monde, puis tout le monde va avoir une réaction différente. Peut-être qu'elle, dans sa tête, c'est vraiment un chapitre vraiment mineur de quelque chose de super terrible qui s'est passé, mais que c'est comme enfermé dans un coin de sa conscience, puis que le reste, c'est complètement séparé. Puis c'est vrai, peut-être que pour elle, ça devient une partie intégrée, mais tu peux pas juste avoir un, genre, trait comme tout droit de ça à la fin, puis dire que, ah non, ça fait une ligne directe de A à B. Genre, dès qu'il y a ça qui se passe, elle arrive à ce point-là, tu sais, c'est comme... Il y a plein de cheminements, puis c'est rare qu'ils sont en ligne droite. Là, Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui. Mais comme tu m'avais parlé de trucs comme les stéréotypes, les gars dans tes parties. Ça rejoint un peu ce qu'Elisabeth disait par rapport à la sexualisation des personnages. Et qu'il y a eu beaucoup, ça arrive souvent qu'il y ait des hommes dans les parties de jeux de rôle qui créent des personnages féminins hyper sexualisés. Ou alors vraiment des fantasmes physiques qu'ils ont un peu sur les personnages féminins. On a plus l'impression qu'ils bavent sur leur personnage qu'ils jouent. Ouais, c'est un peu ça. Après, ça les empêche pas de créer, après sur les campagnes, de développer leurs personnages et qu'ils soient plus profonds, mais c'est vrai que quand on rentre sur une partie et qu'on met une description comme ça fait bizarre. C'est contradictoire un peu. Pour certains, c'est contradictoire. Des fois, ils veulent des personnages plus poussés, puis finalement, ils t'arrivent avec ça. Puis j'ai vu sur une partie Shadowrun comme ça, un personnage qui avait créé son personnage féminin particulièrement sexy. Et le GM avait créé un site web où on pouvait, où il mettait tous les épisodes, il mettait des informations supplémentaires, ou des résumés, et on avait la possibilité de commenter par la voix du personnage, de notre personnage. On pouvait commenter sur les articles, sur les personnages et tout ça. Et il y a un personnage qui a mis effectivement un commentaire un peu désobligeant sur la femme sexy de l'autre joueur. Et le GM, qui lui avait beaucoup d'expérience pour le coup là-dessus, a compris tout de suite qu'il aurait pu y avoir un problème et a bloqué ça assez directement en expliquant que ça pouvait vite créer une situation toxique. Mais il disait qu'effectivement sur d'autres parties où les GM étaient moins attentifs à ça, il y a eu des gros problèmes entre les joueurs, parce que leur personnage, la façon dont ils jouent leur personnage crée une atmosphère toxique entre eux. Donc même la façon de jouer sur les stéréotypes comment dire, je suis un peu perdu. Pas nécessairement de genre, mais comme des stéréotypes par rapport aux marginalisations, je sais pas. Oui, mais c'est ça, c'est un peu jouer le stéréo. S'ils jouent le stéréotype dans leur personnage, ça a des répercussions après sur les joueurs eux-mêmes. Il n'y a pas cette barrière qu'on pourrait croire entre le joueur et son personnage. Quand on a joué une partie pendant des mois ou des années, qu'on est sur le même personnage, qu'on a fait développer, une attaque contre le personnage, ça devient vite une attaque personnelle. Il y a comme du bleed, il y a comme la ligne entre ta personne et ton personnage devient très 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 mince. Puis, autant on expérimente, puis on apprend à travers le jeu de rôle, tout ça, mais faut
faire attention, puis je pense qu'il faut se laisser l'espace de pouvoir se donner du debriefing, de faire comme, OK, est-ce qu'on a vécu la même expérience, puis est-ce que, genre, est-ce qu'on peut se donner la place de déconstruire ce qui vient de se passer, puis s'assurer que tout le monde est correct. Surtout beaucoup en géant, parce qu'en plus, t'es habillé dans ton personnage. Il y a Étienne qui est un des aventuriers, il parlait de son expérience où il est allé dans le GM de Harry Potter en Pologne. Il a passé 4 jours dans un château, habillé dans sa maison, comme étudiant, pas de Poudlard, mais le Poudlard polonais. Là. Puis, à un moment donné, tu te dis, oui, ok, genre, on est des personnages, tout ça, mais ça prend des outils puis des intervenants, faire comme, attends, là, il y a eu du blé, puis genre, telle réaction, ça vient m'affecter, comment est-ce que ça m'affecte, puis pourquoi est-ce que ça m'affecte autant, mais des fois, tu fais comme, ok, non, j'ai besoin de sortir de cette headspace-là, de cet espace mental-là, pour faire comme, ok, c'est un personnage, puis comme, c'est pas moi qui est attaqué, mais en même temps, si c'est trop toxique, de pouvoir l'aborder, faire comme, ok, on déconstruit ça, puis comme, on l'aborde, puis après ça, on peut retourner jouer avec une meilleure compréhension de ce qui s'est passé, de comment nous on réagit là-dessus, puis aussi une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'on veut, puis de quelle ligne directrice on veut pour notre histoire. On n'est pas obligé de le faire juste au début et à la fin. On peut le faire aussi entre les jeux puis entre les parties. J'ai eu une expérience aussi dans ce genre-là que je jouais juste avec des gars. Mais il y avait un autre fille aussi, mais la majorité c'était des gars. Et vu que j'étais une fille, moi je voulais faire un personnage gars. Mais in-game, les gars ils me traitaient comme si mon personnage était une fille. Parce qu'à l'extérieur, j'étais une fille. Fait qu'il y avait de la misère à faire la barrière entre le jeu, le roleplay, et l'extérieur. Puis c'est justement ces moments-là aussi que c'est bon d'en parler et tout. Parce que sinon, comme moi, je me sentais pas bien. Parce que moi, je voulais faire un rôle de gars. Je voulais comme faire mon personnage. Mais la façon que les autres me traitaient, ça m'empêchait d'épanouir comme mon personnage. C'est toujours des petits détails comme ça qui peuvent faire toute la différence. Ils n'ont pas eu de commentaires comme sexistes ou fermés ou autres, mais c'est juste la manière dont les gens peuvent te traiter que tu peux te sentir pas dans la diversité, puis t'es comme « Ah, ok, je suis une fille, vous pouvez me traiter de même. » Mais surtout si eux, ils se traitent tous entre eux Comme comme ça? personnage gars, c'est comme, ben là, pourquoi? Tu sais, automatiquement, ils te mettent à part dans un sens, là, même si c'est sans nécessairement le vouloir, ça l'arrive quand même. Fait que tu commences à te demander, mais pourquoi que moi, mon personnage, il peut pas être comme traité comme les autres personnages, tu sais? C'est ça. Fait que des gens qui sont beaucoup fermés ont tendance à être comme « Ben, je suis un gars, je suis un personnage gars, je suis une fille, je suis un personnage fille. » Fait que des fois, il y en a dès qu'ils sortent un peu de cette bulle-là. C'est un automatisme qui agisse de même, puis c'est justement plus en parler, puis plus être ouvert, des fois, ça peut changer ces petites facettes-là. Il faut être conscient de nos biais, puis de nos préjugés, puis faut juste être à l'affût de ce genre de truc-là, parce que ça vient miner même notre propre expérience. Fait comme, ben voyons, pourquoi est-ce que... Tu sais, c'est un personnage... Moi, ça m'est arrivé à un moment donné, fait comme... Je fais une joke, la personne c'était une demi-elfe en GN, puis j'ai carrément fait la joke que « Ah, c'est parce que t'es comme ta mère s'est fait violer par un homme. » Comme, non, genre, tu peux pas dire ce genre de truc-là, tu sais, c'est ton propre biais, puis tes propres préjugés, puis ta propre construction mentale qui vient de parler, que c'est pas ton personnage, tu sais. Fait que c'est comme, faut vraiment être à l'affût de ce genre de truc-là, parce que sinon, ça rend l'expérience pour toi-même et pour les autres personnes désagréable. Mais c'est toute cette espèce de limite-là du en-jeu, hors-jeu, où des fois, tu t'entends des choses épouvantables, puis là, tu vas confronter la personne sur ce qu'elle a dit, puis la personne va te dire « Non, mais c'est mon personnage. » Puis c'est comme « Ok, ben on va voir si t'es constant dans ton personnage, tu sais. Puis on va voir si c'est cohérent avec la façon dont tu interprètes ton personnage, si c'est constant. » Puis des fois, ça l'est. J'avais un ami qui jouait un vieux prêtre sénile ultra misogyne, mais c'était conséquent. Puis c'est quelqu'un qui a joué plusieurs rôles. En tant qu'animateur, il y avait plusieurs rôles qu'il jouait, puis c'était pas comme tous mes personnages sont comme ça, ou moi dans la vie je suis comme ça. C'est ce personnage-là qui sortait dans certains contextes vraiment de vieux séniles misogynes qui étaient comme hey, femmes, vous êtes des ignobles créatures tentatrices du diable. Mais l'homme, il est tellement beau, il est tellement grand. Puis, est-ce qu'il y avait là-dedans aussi un petit peu de genre homophobie? Parce que je sais pas si dans la lecture de son personnage, c'était un personnage peut-être
homosexuels qui pouvaient pas se... J'ai aucune idée, parce que... Puis ça revient un petit peu à la question de la parodie, tu sais, qu'on a commencé en parlant de ça, tu sais. Parce que des fois, c'est ça, c'est l'espèce de vision comme ça. Je me demandais si vous, en tant que joueur, vous avez des stratégies pour pas tomber dans la parodie, à part, on a déjà nommé la communication, on a déjà nommé, tu sais, la lecture, la recherche, tout ça, mais il y a d'autres stratégies plus efficaces ou des choses que vous dites, peu importe comment tu vas essayer de le faire, faut pas le faire, faut pas aller là? Ben moi, je dirais aussi demander aussi aux autres, peut-être, tu sais, parce que des fois, on se voit pas nous-mêmes, de juste dire, hey, peut-être là, tu es un peu inconstant dans ton roleplay. Tu sais, vraiment, tu sais, qu'il y a des gens t'aident aussi. Parce que des fois, tu t'en rends pas compte. Puis c'est vrai, on s'en rend tous pas compte. Puis je pense que c'est important que quelqu'un, des fois, fasse juste un petit heads-up. C'est pas obligé d'être méchant, mais juste comme, hey, tu sais, j'ai remarqué, genre, telle affaire pendant notre séance, là, est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Tu sais, ça rentre dans la communication, mais tu sais, des fois aussi, on joue en groupe, fait que je pense que des fois, on peut aussi avoir de l'aide d'une autre personne, puis pas juste de nous autres. Tu sais, je pense que c'est important d'être à l'affût le plus qu'on peut. Je pense que ce serait un autre outil. Ouais, c'est ça, c'est d'avoir des outils pour pouvoir le prendre sur le feu aussi. Puis d'avoir de la diversité au niveau du groupe aussi, je pense que ça aide. De pas juste... tu sais, oui, on a nos propres groupes de gaming, c'est le fun parce qu'on a une bonne chimie, tout ça, mais des fois, d'aller vers d'autres personnes, faire comme, ok, ben moi je veux sortir de ce groupe-là parce que je veux expérimenter d'autres choses. Je pense que c'est un autre aussi, mais c'est difficile parce que, outre de faire notre propre initiative personnelle, de faire ce genre de truc-là, c'est difficile d'aller chercher de la diversité quand. Sans vouloir reproduire des schémas qui sont toxiques, pas trop. Tu un biscuit? De reproduire des schémas toxiques autour de nous, puis de faire comme, ok, oui, je veux satisfaire ma propre curiosité, ou moi-même, je veux aller dans mon propre cheminement personnel là-dedans, puis comme découvrir d'autres affaires. Mais en même temps, tu sais, les autres personnes, il faut pas que tu leur demandes de t'accompagner là-dedans si ces personnes-là ne veulent pas le faire. Puis je pense que c'est là où de faire nos propres recherches est important. Parce qu'il y en a des auteurs de couleurs qui ont fait comme... Tu sais, il y a un article... Il y a quelqu'un qui va être à Breakout à Toronto dans 2 semaines. Si jamais vous y allez, c'est une vraiment super chouette convention. Je crois que c'est un auteur de jeux aussi. Mais il a écrit littéralement un blog post sur... Est-ce que je peux faire une personne de couleur dans un jeu? Puis il a vraiment littéralement écrit comment est-ce que tu peux le faire comme personne de couleur. Lui, c'est ça qu'il dit, puis il fait comme... Mais en même temps, ma façon de voir les choses est différente de d'autres personnes. Puis en même temps, je veux dire, il y a des gens qui font comme, ben moi, je l'ai déjà dit une fois, si tu veux leur entendre une deuxième, une troisième fois, ben paye-moi. Parce que c'est tout je veux pas te dire c'est du labeur, mais c'est aussi ça, tu sais, c'est comme les gens, à force de parler tout le temps de leur expérience, font comme, ben, tu sais, je cherche juste à ça, moi aussi je veux jouer, puis moi aussi je vais avoir des expériences de jeu qui sont fun, puis je cherche pas juste à pouvoir, légitimer ton expérience à toi ou genre, ton propre accomplissement personnel, tu sais. Fait que c'est ça, à part de la communication puis d'essayer de toi-même t'ouvrir sur les autres choses, c'est difficile de juste dire, ben, voici les solutions. T'sais. Parce que c'est ça dépend d'une personne à l'autre aussi. Oui, ça, je suis complètement d'accord. Puis aussi, surtout sur l'aspect de, on vit dans l'âge Internet, il y a tellement de monde qui ont écrit à ce sujet-là, puis en faisant des recherches, c'est pas, tu sais, si vous voulez faire une personne qui est racisée, ben, lisez des auteurs qui sont racisés, lisez pas comme des auteurs blancs qui parlent à ce sujet-là, c'est pas la même chose. Puis on est dans un âge justement où il y en a tellement d'articles à ce sujet-là qu'il n'y a aucune excuse d'aller, tu sais, d'être obligé de déranger quelqu'un qui fait pas ça comme volontairement ou qui n'a pas déjà exprimé leur désir de parler à ce sujet-là. Comme, tu sais, moi j'y pense plus, tu sais, en tant que personne trans, genre, c'est pas que je veux pas parler de ça ou que je suis gênée d'en parler, c'est juste genre, il y a tellement de monde qui ont déjà écrit à ce sujet-là puis qui sont beaucoup mieux, comme, ils parlent beaucoup mieux que moi, puis que genre, ils ont des degrés en plein d'affaires,
comme, à place de me demander à moi, que moi, il faut que je deal avec 100 personnes qui me posent ces questions-là, toi, dans ta tête, t'es peut-être la seule personne, je suis la seule personne trans que tu connais, mais là, c'est genre, mais moi, j'en connais plein de personnes cis, là. J'ai pas le même ratio, genre, fait que, tu sais, moi, de me faire poser ces questions-là, que vous avez juste, tu sais, à faire une recherche, je sais que c'est super impersonnel, mais faire une recherche sur Google, puis vous allez avoir 50 thèses qui ont été écrites par des personnes trans avec des différentes expériences, puis que elles autres, ils parlent tout de ça. Puis à cette heure, il y a même des vidéos sur YouTube, youtube.com, Parce que c'est c'est comme compliqué. excellent. C'est ça. Puis, tu sais, il y a plein de monde qui, justement, ils veulent en parler de leur expérience, puis ils veulent parler de ces sujets-là, puis c'est carrément ça comme qu'ils font pour leur vie. Il y a vraiment plus d'excuses de comme, je veux pas dire déranger, mais tu sais, d'obliger quelqu'un qui est dans la démographie que tu essaies de Ta faire tes validation recherches. personnelle. Ouais, c'est ça, puis de faire ce travail-là comme pour toi, puis de t'éduquer, puis de dire, ah ben tu peux lire telle personne, ou tu peux lire. Tu sais, à un moment donné, on n'a plus l'excuse là, tu sais, d'être des années 50, puis c'est carrément, tu sais, non, il y a une personne, puis tu peux parler à elle, puis c'est la seule personne à qui tu peux parler. Tu sais, on n'est plus dans ce mode-là, genre, fait que... Ça doit venir épuisant. Ouais, c'est ça. Puis surtout, tu sais, veux pas, c'est les mêmes questions. Tu sais, c'est pas... Vous n'êtes pas tant créatif. Vous n'êtes pas la première personne qui a pensé à poser cette question-là. Puis, tu sais, des fois, ça revient à être vraiment personnel aussi. Puis, tu sais, des fois, le monde ne s'en rend pas nécessairement compte que ça, à tel point que c'est personnel. Puis, c'est comme, ben, tu sais, pourquoi tu as besoin de savoir ça? Genre, c'est Ouais, comme... ça devient malaisant. C'est ça, c'est ça. Fait que... Aussi, c'est des questions qui te posent. Et si on leur posait à eux, ils trouveraient ça Indiscret. C'est ça. indiscret. Ben moi, maintenant, c'est ça ma réaction quand ils me posent cette question-là. Je dis, ben toi, tu sais, puis là, c'est comme, ben là, pourquoi tu me demandes ça? Ben ouais, justement, pourquoi tu me demandes ça? C'est comme bizarre quand tu... Fait que c'est ça, ouais. Tu sais, à la rigueur, si quelqu'un m'aborde puis il fait comme, ok, ben t'as-tu des personnes non-binaires qui parlent, tu sais, comme à me recommander, ou des auteurs ou des autrices à me recommander là-dessus? Je trouve ça déjà moins intrusif, parce que tu fais comme, ok, ben, ils veulent juste avoir la bonne direction chercher, tu sais. C'est quand même la job pour nous autres, mais au moins ça donne qu'il y a une sensibilité, faire comme, ok, ben, je sais qu'il n'y a pas juste toi qui existe, puis que tu n'as peut-être pas le temps de m'informer ou quoi que ce soit, tu sais. Puis c'est surtout le fait que, tu sais, j'ai des amis qui m'ont abordé genre sur l'appropriation culturelle ou sur, surtout au niveau des dreads, tu fais comme, ok, mais moi j'aimerais savoir des dreads, est-ce que tu as de l'information là-dessus, parce que j'ai une sensibilité comme au niveau de la justice sociale, tout ça, fait comme, ben, je peux essayer de te trouver des affaires, tu sais, mais comme, tu sais ça, tu pourrais aussi la faire jusqu'à un certain point. Si t'es pas certain parce que X, Y, Z raison, ça je comprends. Puis il y a des fois où c'est surtout dans l'âge d'Internet maintenant, admettons tu veux parler de la transtitude, ben sur la transtitude, tu as les gens aussi qui vont décrire la transtitude comme quoi que c'est pas génétiquement parlant, comme ça existe pas, ça devrait pas exister, les gens qui sont trans sont malades mentaux, puis blablabla. Fait que ça, je peux comprendre qu'ils ont besoin d'être comme une direction. Mais encore là, c'est ça, il y a comme une job à faire de pouvoir dire, ben, utilise ton jugement, puis comme si tu lis les affaires qui confirment ton biais, ben on s'entend que est-ce que tu es vraiment en train de t'informer? Ça, c'est de lire une diversité aussi, parce que ici, c'est comme, ben, je pense que c'est toi tantôt qui disais, tu sais, c'est pas, il n'y a aucune communauté qui est monolithe non plus. Genre, il va y avoir une diversité en dedans de la communauté, puis il va y avoir des gens qui ne sont pas d'accord avec toutes les positions. C'est d'essayer de t'informer, puis de décider après, genre, ok, ben, tu sais, moi, dans quelle direction que je prends ça. Mais tu sais, de comprendre que si tu veux trouver une opinion, tu vas toujours trouver quelqu'un qui est d'accord avec toi si tu cherches assez longtemps. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est genre un peu du confirmation bias, genre dans le sens que, tu sais, ah ben là, si tu as lu 50 articles, puis c'est le 50e que tu as trouvé, que là, c'est lui que tu vas décider de garder, puis de dire, ok, ouais, ben j'ai lu telle personne qui pense comme moi. Mais là, à un moment donné, c'est comme, c'est toi qui as pris cette décision-là, ouais, c'est ça. Mais ça revient à la question de la communication, je pense, parce que si, tu sais, en GN, c'est un peu plus difficile à contrôler parce que c'est souvent des très gros groupes, tu sais, puis c'est des groupes de 50, 100 personnes.
Ça devient compliqué, mais mettons dans un jeu de rôle sur table, si on est 4-5 autour de la table, puis que je dis, ah ben moi, avec vous savez qui je suis, mettons qu'on est tous des amis proches, puis je suis comme, hey, j'ai envie de vivre telle expérience, tu sais. Comme j'ai décidé à un moment donné, on faisait une game de jeu de rôle sur table dans un univers d'Harry Potter. Puis, donc Harry Potter, c'est sur la Terre. Puis j'avais dit, ah, j'aimerais ça faire un personnage qui vient de l'Afrique du Nord. Fait que j'avais dit, ah, ben, je vois mon personnage comme ça, je vois ci, je vois ça. Mais c'est sûr que si j'avais eu une personne dans le groupe qui m'avait dit, ben, moi, je suis mal à l'aise pour telle ou telle raison, j'aurais pris en considération, tu sais, ce que la personne m'avait dit. Tu sais, là, personne était mal à l'aise, puis j'ai décidé de jouer sous une certaine performance. Puis ça m'a remis en question aussi sur comme, qu'est-ce que je peux faire parce que c'est justement sur table et pas en vrai, parce qu'en vrai, je me serais jamais permis de porter certains éléments culturels que, en tout cas, vous comprenez. Puis encore une fois, je dis ça, est-ce que j'aurais été présente avec certaines personnes issues de cette communauté-là qui m'auraient dit, ben moi, j'aurais été très, très, très à l'aise que tu le fasses. Ben c'est juste parce qu'on est avec toi. Si quelqu'un arrive de l'extérieur, puis vient aussi de la communauté, puis dit, ben moi, je veux pas que tu t'ailles chercher ces aspects-là de ma communauté, je trouve ça insultant, mais c'est de se réajuster, tu sais. Mais c'est aussi de se dire, comme, ben ce qui est le fun avec les jeux de rôle sur table, c'est que en étant moins nombreux, on a plus le temps de discuter. Tu sais, comme, je me suis beaucoup obstinée, justement, sur la question de l'hétéronormativité avec des animateurs d'une autre grandeur nature que je fais, parce que j'expliquais mon point de vue selon, ben, il me semble que vous n'avez pas beaucoup de personnages homosexuels, puis que quand vous savez mon orientation à moi, donc vous me mettez dans des positions où je peux expérimenter des relations non hétéros, mais sont quand même souvent très utilitaires, très axées sur la sexualité, puis tout ça. Puis tu sais, j'essaie de faire ces commentaires-là, puis c'est pas tous les animateurs qui ont reçu ça avec ouverture, tu sais. Puis, tu sais, c'est ça, tu essaies d'aller discuter avec des personnes-là qui sont comme en autorité ou qui décident de l'histoire, puis tu essaies de le faire avec comme beaucoup de respect puis avec beaucoup d'ouverture, mais tu te fais pas tout le temps accueillir avec ouverture et respect. Puis c'est comme, ça encourage pas après aller te dire comme, ah ben by the way, telle affaire que vous avez discutée, c'était un peu homophobe, ou c'était un peu transphobe, ou c'était un peu peu importe, là, tu sais. Parce que quand tu essaies de le faire, t'es pas accueilli, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'ai dit beaucoup de choses en peu de temps, mais tu sais, je pense que c'est ça, tu sais, l'espèce de, oui, de la curiosité d'aller se renseigner soi-même, puis d'avoir la sensibilité de se dire comme, ben, ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est pas parce que je suis en train de le faire en ce moment puis que ça se passe bien que ça va toujours être accueilli avec à bras ouverts par les gens avec qui je vais décider de vivre cette expérience-là, puis de rester comme fluide et furtif là-dedans. Moi, j'ai une question pour vous. Là. Je me demandais si dans votre jeu, vous êtes en train de faire un système, c'est ça? Est-ce que vous avez mis des choses dedans pour aider en général à la diversité? Avez-vous mis des petits tours dans votre jeu? Des affaires comme ça, par exemple, ou je sais pas. Et juste dans mes dessins, ça fait déjà une différence, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à s'associer en regardant les images. Tu sais, c'est bien beau en parler et tout ça, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus visuels. Et fait que, tu sais, c'est pas toujours, tu sais, la diversité, c'est pas juste culturel, c'est pas juste sexuel, tu sais, c'est aussi physique. Fait que, tu sais, un gars est pas toujours obligé dans les jeux de rôle d'être le baraquin, mais musclé et tout. Fait que, tu sais, dans les dessins, tu peux montrer, oui, tu peux faire un personnage gars slim ou qui a des attraits féminins, mais qui peut être super fort aussi. Ou tu peux faire t'es pas obligé de faire la fameuse fille, figure mince, gros sein avec les petits déshabillés. Tu peux justement faire la femme forte, qui a vraiment la carrure plus masculine. Puis c'est au travers des dessins comme ça aussi qu'on peut passer ces messages-là dans la diversité. C'est ça, dans notre jeu, vu que je suis illustratrice. T'sais, je pense pas à 100% il faut que je fasse un personnage noir, il faut que je fasse un personnage fille, tout ça. J'y vais par... J'ai envie de faire ces dessins-là parce que ça fait plus... De toute façon, nos dessins n'ont pas de couleur, fait que c'est pas plus dur. Non, c'est ça. Mais ça se voit dans les traits faciles. C'est ça. C'est pas toujours... Les personnages sont pas toujours obligés d'être représentés parfaits, tu sais. Des petites rides, des cicatrices, c'est toujours ça qui fait en sorte que les personnages sont plus uniques, sont plus intéressants. Fait que c'est au travers des dessins, dans la diversité qu'on peut le montrer, puis quand les gens voient ça, ils peuvent se dire « Ah, je vois un personnage gars comme ça, puis c'est pas un stéréotype. » Fait que ça peut donner des idées, puis c'est comme ça que les gens sont plus ouverts, puis ils rentrent tranquillement pas vite dans les discussions, plus de diversité, puis c'est toujours des petits détails comme ça. On essaie aussi, à l'intérieur des règles, tout ça, de garder toujours des pronoms qui sont neutres aussi.
faut vraiment essayer que tous peuvent lire ça, puis pas se dire « Ah ben là, c'est juste au féminin, ah ben là, c'est juste au masculin, tu sais. » Mais l'écrivez-vous en français ou en anglais? On l'écrit en français présentement, fait que c'est un petit peu plus difficile, mais en anglais, c'est beaucoup plus facile aussi de pouvoir l'écrire. Fait que j'avais commencé en anglais, justement, fait que tous les pronoms étaient extrêmement neutres. Français, c'est un petit peu plus difficile, mais on essaye quand même de faire en sorte que, à l'intérieur des règles aussi, tu sais, il y a des traits raciaux, il n'y en a pas vraiment, tu sais, c'est des traits ethniques qui vont être plus là, plus que raciaux. On essaie de ne pas utiliser le mot race, on n'essaie pas d'utiliser les classes non plus. C'est vraiment, dans le jeu, c'est les compétences que tu vas utiliser qui, eux, vont augmenter. Puis, ce qui donne des bonus, puis, ben, dans le fond, des avantages puis des désavantages, c'est tes traits de caractère. C'est pas tes traits physiques, c'est pas tes traits de... C'est vraiment tes traits de personnalité qui vont créer ton personnage puis comment il va être. Donc, ça donne vraiment une plus grande liberté à tout le monde de pouvoir dire « Moi, j'ai envie de faire un elfe, j'ai envie qu'il soit fort, j'ai envie qu'il soit pudique aussi, s'ils veulent, puis qu'ils puissent le faire puis pas se sentir comme limité par les règles qu'il y a, tu sais. » Fait que c'est vraiment de la façon qu'on essaie de faire en sorte que tous peuvent être inclus puis normalisés aussi en même temps. Ça devient comme justement, tu disais un fait, ça devient un fait. On essaie de le rendre comme si c'est un fait, c'est pas quelque chose qui te définit. Ben justement, on veut que tout ait un rapport avec ce que tu peux faire, tes compétences, ce que tu peux améliorer. C'est justement parce que... C'est quoi la ligne directrice de ton personnage, autre que le fait que... C'est ça, parce que, je veux dire, c'est pas ça, je pense, qui établit toute une personne. Fait qu'on essaie vraiment de jouer plus avec ça, puis on se sent plus à l'aise aussi avec ça, parce qu'on se trouvait trop limité, puis... Là, on le fait plus un goût qui pourrait s'adapter à plus de gens aussi. C'est ça aussi qu'on est en train de créer des campagnes aussi. Notre jeu n'est pas nécessairement basé sur une campagne en particulier, c'est vraiment un système universel, fait que les gens peuvent le prendre puis faire leur propre campagne, mais les campagnes que nous on fait, de la façon que je les écris, j'essaie vraiment de faire en sorte que, comme j'ai dit aussi au début, vraiment que ça soit normalisé. Vraiment, le polyamour là-dessus. Les gens, tu peux rencontrer des gens dans la rue, puis eux autres, ils sont 4 ensemble, puis ils vont se promener, puis les gens font pas « Ah, tu sais, ils sont 4 personnes parce que là, telle affaire. » Non, ils sont 4, ils s'aiment, voilà, c'est ça, c'est leur vie. Ils vont chercher leur lait, puis regarde, il n'y a pas une raison pour laquelle ils sont là, puis non, tu sais. C'est la même affaire aussi pour... toutes sortes de genres, toutes sortes aussi d'orientation, tout ça. C'est pas parce qu'il est là, puis parce qu'il va se promener, qu'il faut vraiment qu'il y ait une obligation d'être là, tu sais. Même chose aussi pour les traits de caractère, les traits un peu plus comme physiques aussi, tu sais. C'est pas parce qu'il y a une personne qui est un alien qui va se promener, puis qui a la peau verte, que là, c'est « Ok, regarde, il y a la peau verte qui est là, oh mon Dieu, c'est parce que là... Il est venu de telle place, puis il est obligé d'être là pour une raison, un plot twist, quoi que ce soit. Non, il est là. C'est ça. Si tu veux aller parler, tu veux comprendre sa vie, tu peux y aller, mais c'est un NPC, il est là, puis il fait ce qu'il veut dans sa vie, tu sais. Fait que c'est ça. Bon, tout le monde me regarde. Ça donne vraiment envie d'essayer. Oui. Merci beaucoup. Mais là, vous êtes en train de l'écrire encore? Ils sont déjà prêts. Ben, présentement, le 6 mars, notre version, dans le fond, notre livre de règles de base qui s'appelle Le Grimoire va sortir, la version bêta. Okay. Donc, ça va être accessible très, très bientôt. Il reste encore un petit peu de temps parce que présentement, on est en sociofinancement. Okay. Donc, il reste un petit peu de temps. Si, admettons, vous voulez mettre un petit 5 $, tout ça, vous allez avoir le grimoire automatiquement qui vient avec le 6 mars. Sinon, après le 6 mars, c'est sûr qu'il y a d'autres façons de pouvoir l'acheter aussi, il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est ça, au moins, avec le Ulule aussi, on a le Magisteria puis le Psychogenic Records qui va sortir éventuellement aussi un petit peu plus tard. Donc, on a des sorts magiques, puis on a aussi des pouvoirs psychiques. Puis, il va y avoir une des campagnes qui va sortir. Il va y en avoir une deuxième un petit peu plus tard, mais il y a une des campagnes que je suis en train d'écrire qui va sortir en même temps. Puis notre idée, dans le fond, c'est que c'est un univers. Puis dans l'univers, il y a 38 planètes. Puis sur ces 38 planètes-là, c'est 38 thèmes différents. Donc, puis en même temps, c'est
un peu comme des mondes ouverts. Tu sais, c'est pas une campagne linéaire qui va être automatiquement ça, puis c'est tout. Il y a plusieurs campagnes linéaires, il y a des campagnes majeures, il y a des campagnes mineures, des quêtes majeures et des quêtes mineures aussi. Fait que ce que j'ai trouvé intéressant à faire ça un peu, c'est que le monde peut décider de prendre cette planète-là, d'aller dans une certaine chronologie qu'il y a à l'intérieur, de dire moi je veux être dans cette ère-là, dans cette période-là, mais j'ai pas envie de faire cette quête-là, moi je veux prendre le monde et faire ma propre quête, puis ils peuvent le faire aussi, tu sais, c'est vraiment très ouvert. Fait que c'est vraiment quelque chose qu'on voulait que ça soit fait, tu sais, vraiment que le monde puisse prendre ça, faire ok, ça on veut ça on le veut pas, les règles sont simples, mais on veut rajouter ça, ou on veut enlever ça, puis tu sais, tout marche pareil. Fait que c'est ça. Prendre juste les règles puis faire comme, ben, C'est ça. je vais être dans Game of Thrones pareil. C'est ça. Parce que je veux du médiéval fantastique et des dragons et pas de viol. Encore. C'est ça. Voilà. Mais je me disais peut-être qu'on pourrait comme partager des trucs cool là, qui se sont passés. Comme ça serait joyeux. Des bonnes expériences. Des bonnes expériences qui vous sont passées dans la vie. Ou bien recommander un jeu que vous aimiez vraiment pour X raison. Ben, je peux dire que dans des bonnes expériences, quand tu trouves un bon groupe qui est d'accord avec, je dirais, tes différences, qui accepte aussi des façons que tu veux faire des personnages, c'est vraiment le fun. C'est comme avec mes deux amis, on joue beaucoup. C'est sûr que là, on a... Jouer sa job. C'était quasiment ça, parce qu'il faut le tester. Fait que je veux pas, Soana, on a joué, puis on continue à jouer, puis on essaie de s'habituer à faire, on va faire une game de Soana, au lieu de dire, on va jouer à Dunge. Fait que, non, puis tu sais, nous, on aime beaucoup, je veux dire, on fait beaucoup de personnages mâles qui sont souvent homosexuels, puis on se sent à l'aise de le faire, parce qu'ensemble, on n'a pas de préjugés là-dessus. Puis quand tu trouves un groupe qui n'a pas de préjugés ou qui t'empêche de faire des choses, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah, deux hommes qui s'embrassent, c'est dégueulasse ». Parce que ça m'est déjà arrivé du monde qui était comme « Ah, on veut pas que deux hommes s'embrassent ». De même, là. Fait que, tu sais, là, quand tu te sens à l'aise, puis que aussi tu te sens pas obligé de faire une fille parce que tu es une fille, ou... Ça, c'est une bonne expérience. Trouver des bonnes personnes avec qui jouer. Oui, c'est ça. Ben, Ça, c'est- justement, sur ce sujet-là, genre, moi, j'ai été vraiment chanceux en tant que... Le premier groupe que j'ai trouvé, ça a été genre mon forever home, tu sais, dans ce sens-là. Puis, tu sais, j'ai vraiment commencé avec... tu sais, moi, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que je connaissais même pas les gens avec qui je jouais vraiment avant que j'aille commencer à jouer avec eux autres, là. Fait que c'était vraiment... Je m'embarquais, puis je savais pas trop, tu sais, bon, ben là, si je fais ce personnage-là, tu sais, ça va-tu bien passer? Puis là, tu sais, je faisais ma création de personnage, puis un peu, tu sais, en regardant comme, OK, tu sais, ça passe-tu correct? Puis j'ai toujours pu faire des personnages vraiment flyés dans n'importe quel sens, dans n'importe quelle direction que je vais aller, puis toujours être capable de... T'es pas là, t'es pas là. Non, mais tu sais, dans le sens que j'ai toujours pu vraiment aller aussi loin puis pousser, tu sais, l'enveloppe autant que je voulais. Puis ça, c'est comme, c'est vraiment ça qu'on veut dans le fond, là, quand on joue. Tu sais, c'est vraiment de pouvoir faire quelque chose de complètement, tu sais, je veux pas faire ma vie tous les jours, là. Ben, tu sais, des fois peut-être qu'on veut le faire aussi, puis ça aussi c'est correct, là, mais tu sais, je veux avoir l'opportunité de faire quelque chose de weird, puis pas que ça soit comme un fardeau sur les autres, tu sais, de te sentir comme si toi, en train de vivre ton expérience de jeu, c'est un fardeau sur les autres joueurs, tu sais, puis ça c'est vraiment, je pense, comme l'idéal, là, C'est vraiment le fun puis que c'est t'as trouvé un possible, groupe là, comme ouais, ça. c'est ça. Puis surtout de la première shot, comme, genre j'aurais pas pu mieux faire, là, mais juste comme, parce qu'on a beaucoup critiqué, fait que je veux juste, genre, aussi dire que, tu sais, c'est possible d'avoir cette belle expérience. Ouais, c'est ça. Et c'est ça, c'est ce genre de groupe-là que tu sais que si tu rejoues avec eux, tu sais c'est quoi la limite de qui, la limite de l'autre. Fait que comme ça, t'es plus libre, tu te sens plus à l'aise de roleplayer. Tu n'as pas peur de « Ah, je vais peut-être insulter la personne si je fais un personnage de cette manière-là » ou genre « Je suis pas sûre pour ce sujet-là. » Fait que quand tu trouves comme, justement un bon groupe, dans mes bonnes expériences avec mes deux amis, justement, on n'a pas de limite, on sait quand arrêter, puis c'est ça, pour la diversité aussi, comme on sait qu'est-ce qui est good à faire, puis qu'est-ce qui est plus awkward, puis qui serait pas legit à faire, puis
Une fois que tu trouves un bon groupe, faut pas que tu lâches. C'est ça. Puis ça, la vie rentre en jeu, puis ça fait comme, ouais, mais j'ai perdu mon groupe parce que l'horaire ne concorde plus. Ouais, c'est la chose. Les horaires, là, c'est dur. Toujours. Mais je crois que qu'est-ce qui aide dans notre groupe, c'est qu'on est vraiment tous différents. C'est vrai, ouais. Puis, je sais pas, je trouvais ça fun. Comme Maëla et moi, toi, on a un gay, on a toi, Token en gay! arrière de la caméra. Token gay! Non, c'est pas vrai. Non, et puis en plus, genre, on n'en parle pas tant, là. Comme dans le... Ben, même pas du tout. Mais c'est là, ça. dernièrement, il y a comme une petite histoire d'amour. Moi, j'aime vraiment ça. Mais sinon, on n'en parlait pas tant. Puis, il fait d'autres affaires, là. C'est ça, on n'est comme pas obligé d'être dans des personnages fixes non plus. Tu sais, des fois, j'ai vu d'autres games, là, comme... Faisait toujours le même genre Que- de personnage. C'est ça, mais c'était pas comme cette personne-là qui voulait tout le temps jouer ce personnage-là. C'était plus que... Un peu comme dans ta situation que tu avais eu, que les gens, tu sais, t'es casé un peu, tu sais. C'était comme un peu, il avait déjà fait un personnage comme ça, fait que là, s'il essayait de faire un autre personnage, il se faisait caser un peu comme à refaire la même Il n'y a pas de chose. liberté dans C'est le ça, monde. tu sais, c'était... Fait, tu faisais ça, puis c'était comme, on dirait, de reproduire genre les mêmes dynamiques. Fait que, tu sais, peut-être aussi d'avoir cette fluidité-là de... Ok, non, tu sais, c'est un nouveau jeu, on recommence complètement neuf. Puis, tu sais, ce qui s'est passé avant, c'est genre, c'est à zéro. Là. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Je sais pas si on veut parler avec les gens qui sont en arrière. Là. Je sais pas si vous avez des C'est personnes qui ont des des questions. questions. Des expériences. Des... Ben, moi, je pourrais juste dire que. Ben, c'est ça. J'ai, en fait, parlais tantôt à un moment donné des vieux nerds, là. Oui, puis vous avez parfaitement raison, dans le sens, quand j'ai commencé, c'était essentiellement une partie de gars. Mais moi, ça n'avait jamais. Ça veut dire, c'est comme, OK, bon, c'est juste comme ça. Si jamais il y a des filles, bon, ça, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste. Et pour moi, puis j'ai l'impression que même dans les gens de mon âge, ça fait. C'est justement, ils voient pas. Eux autres, c'est une personne, peu importe ce que c'est. Sauf que, éventuellement, quand les filles ont commencé à rentrer dans ma partie, là, ils se sont fait envahir, mais en réalité, je ne reviendrai jamais à ce que j'étais avant. Je veux dire, là, je suis plus capable. Parce que les gens ont tendance à penser, OK, justement, c'est ils vont faire la même chose que les gars, c'est pas vrai. Les sujets sont différents, les points de vue sont différents, il y a des choses que les gars ne sont pour lesquelles c'est pas important, les filles savent l'être, puis ce qui est arrivé dans notre groupe, puis tous les gars qui étaient là, qui sont pas encore là, acceptent tout, tu sais, ils sont tous conscients de ça, c'est que la qualité des joueurs, la qualité des scénarios, pas des scénarios, mais la qualité des jeux, puis le monde s'est beaucoup amélioré parce que il y a des sujets que justement on ne considérait pas comme importants, que les filles ont embarqué, et que finalement même les gars ont embarqué après ça dans cet aspect-là. Avant, c'était pas important d'avoir des familles, d'avoir des enfants, d'avoir tout ça, c'est pas jusqu'à temps que il y a des personnes pour lesquelles c'est important qui sont embarquées, puis tout le monde est embarqué là-dedans. Et tout le monde a trouvé ça important et intéressant pour développer son personnage. Donc ça a vraiment haussé notre niveau de jeu. Là, puis là, je veux dire, là, je suis plus capable de juste jouer avec des gars. Littéralement, je parle avec Élise, l'année passée à Draconis, littéralement, elle venait d'arriver. Le jour d'avant, si je me rappelle bien, à Montréal. 2 jours avant, j'étais arrivé. C'est ça. Fait qu'elle elle était venue, juste pour voir, elle avait vu notre affiche dans Montréal Joue, elle est venue ici. Et moi, j'avais une game le dimanche après-midi. J'avais 6 places, j'avais 5 places, c'est 5 gars. Oh. OK. Fait que là, je l'ai vue, elle est arrivée, puis elle a commencé à regarder les joueurs, les affaires en couvert. Je suis parti de mon place, j'ai flyé pour aller la voir. J'ai rajouté une place, hey, ça te tente-tu de jouer à cette partie-là? Parce que je ne voulais pas juste avoir des gars. Évidemment, on n'a rien à voir, ça ne me dérange pas du tout de jouer avec des gars, mais ça me prend un mélange parce que justement, chacun apporte son point de vue, chacun apporte des choses qui sont importantes et le tout ensemble fait en sorte que le tout est beaucoup mieux que la somme de ces parties individuelles. Mais c'est plus approfondi aussi. Là, Ah oui, oui.
vu qu'il y a de la diversité, Exactement. c'est plus complexe. Donc, je trouve que c'est plus réel aussi. On peut avoir un attachement plus profond. En fait, j'ai une chose que c'est ça, puis une des questions que je voulais vous poser à vous autres, c'est de dire, justement, que pour les maîtres de jeu qui sont comme moi, qu'est-ce que vous nous donneriez comme conseil pour introduire... Parce que, évidemment, quand je crée un nouveau personnage, c'est ça, je ne pense même pas à son orientation sexuelle. Pour moi, c'est pas important. Par contre, si, comme là, j'ai un de mes personnages qui est gay, ben, je veux dire, mon joueur est gay, il joue un personnage gay, et là, il a rencontré un joueur, je parle d'Olivier, il a rencontré un joueur, un personnage. Là, évidemment, ce personnage-là n'avait aucune orientation sexuelle définie. Et là, lui, il a commencé à flirter avec. C'est comme, OK, j'ai aucune raison pour laquelle le gars ne soit pas intéressé. Fait, évidemment, tu vas avec. Mais c'est juste, on y pense par après. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pourriez nous donner pour l'inclure dès le départ, cet aspect-là? Bien, je dirais, tu te poses la question peut-être, déjà, on parlait de limites, de se donner des limites au départ. Tu penses peut-être à tes limites, puis à qu'est-ce que tu aimerais. Donc là, à ce moment-là, justement, souvent la question vient tout de suite de mon personnage, il est quel sexuel? Donc, est-ce qu'il est hétéro? Est-ce qu'il est homosexuel? Est-ce qu'il est bisexuel? And so on, parce que ça peut aller très loin. Mais puis là, à ce moment-là, on se dit, OK, sont mes limites? Est-ce que je serais prêt aussi? Parce qu'on s'entend, des fois, les games, il y a des games qui peuvent aller plus loin, ce qui veut dire que des fois, il y en a qui vont dire, bon, ben OK, les personnages s'en vont dans la chambre, on sait ce qu'ils vont faire, puis il y en a qui vont pousser plus loin. Est-ce que tu serais prêt à aller plus loin aussi? Tu sais, il faut que tu te dises vraiment ces limites-là, puis je pense que quand tu penses à ça dès le départ, ça va aller de fil en aiguille, puis tu vas peut-être avoir comme une bonne ligne de départ. Une stratégie aussi, moi je m'identifie comme pansexuelle, puis ma façon que j'ai commencé à faire depuis 2 ans quand j'ai des nouveaux personnages, je m'écris un nombre d'expériences, genre de romantisme et sexuel sur une feuille, puis je tire un dé. Puis je dis comme, OK, ben mon nouveau personnage, il va être aromantique hétérosexuel, tu sais, genre quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment intéressant parce que justement, tu sais, je suis comme... Des fois, puis des fois, ça va changer en courant de jeu. Tu sais, comme j'avais tiré un dé avec mon personnage que j'ai commencé il y a 2 ans, puis j'ai tiré hétérosexuel, puis j'étais comme, OK, mais en même temps, je suis comme, ben, la sexualité, puis l'orientation, puis tout ça, c'est un continuum, tu sais. Fait que, il est arrivé une situation où il y avait un personnage femme que j'étais comme, j'ai vraiment l'impression qu'il est en train de s'installer quelque chose. Est-ce que je vais me tenir, tu sais, c'est ça, je vais-tu comme être super mordicus là-dessus, je vais pas bouger, ou j'étais comme, vas-tu me laisser? Puis c'était mes propres questionnements. En plus, je jouais un personnage qui avait 14 ans. Fait que j'étais comme, mais c'est normal aussi peut-être de vouloir comme explorer des affaires puis tout ça. Puis ça m'a remis même en question sur mon propre vécu puis ma propre façon dont j'ai découvert mes choses en me repositionnant dans une situation où il aurait fallu que je me repose des questions, tu sais. Fait que si c'est important pour toi ou si c'est faisable puis que tu as envie de faire, OK, ben je vais faire ma chart, un peu comme ma chart d'événements. Mais là, ça va être ma chart d'identité, puis là, je vais tout tirer au dé, puis comme ça va tout le temps être dû au hasard, ou justement de se dire, ah ben, je vais adapter aux besoins de mes joueurs, ou ce que le storytelling va faire qui va être plus pertinent ou plus intéressant. Tu sais, je pense que c'est toutes des stratégies super adéquates, tu sais. Je pense que c'est souvent ça aussi, c'est que des fois, quand on y pense pas, vu qu'on y pense pas, c'est là la critique de l'hétéronormativité, c'est qu'on va prendre pour acquis que tout le monde est hétérosexuel et jusqu'à preuve du contraire, tu sais. Alors que si de la façon dont vous le jouez, c'est comme, ben, il n'y a rien qui est pris pour acquis. Fait qu'il n'y a pas une hétéronormativité, tu sais. Fait que, tu sais, ça se peut que pour ton storytelling, tu vas faire comme, ça serait vraiment plus d'adon, cette personne-là, c'est comme ça qu'elle va vivre son identité ou son orientation, puis tout ça. Mais je pense que c'est vraiment plus dans le traitement quotidien. Je pense que c'est ça qui est agressant. C'est quand tu as vraiment l'impression que, comme, OK, il y a dans le groupe, il y a ça qui est pris pour acquis. Puis ça devient comme difficile à supporter quand tu fais partie d'un groupe marginalisé.
Mais je pense que, tu sais, du moment où est-ce que c'est comme, on va s'adapter, ou on va rien prendre pour acquis, puis si on parlait de bonnes expériences, tout ça, de jeu, tu sais, je me fierais beaucoup à, tu sais, toute mon expérience de joueuse, quand j'ai joué au jeu BioWare, puis où justement, tu sais, on encense, on critique les jeux pour d'autres raisons, mais on encense beaucoup justement ce traitement-là des jeux BioWare où il n'y a pas l'orientation puis l'identité puis tout ça, c'est là, mais c'est pas important, c'est jamais l'affaire la plus importante, même si dans certaines trames narratives c'est super important, mais c'est juste le fait que comme, ben, quand t'as des centaines de personnages, puis que sur ta centaine de personnages, il y en a plein qui sont issus de la communauté, ben t'as pas besoin, t'as pas besoin d'avoir ton token, parce que t'en as 50, 60, 90, des milliers de personnages, puis là-dessus, t'en as vraiment beaucoup qui ressortent de ça, tu sais. Fait que c'est ça. D'avoir de la diversité dans la diversité. Ouais. Mais je pense que c'est intéressant aussi de se poser la question de savoir, moi, comme personne individu, qu'est-ce qui est important pour moi? Et donc, qu'est-ce qui pourrait être important pour mon personnage? Est-ce que c'est important mon genre? Il y en a pour oui, il y en a d'autres que non. Est-ce que c'est important ma sexualité? Est-ce que c'est important mes capacités physiques, mentales? Est-ce que c'est important, quels buts sont importants dans ma vie? Puis de juste dire, voici ce qui est important pour moi, puis est-ce qu'il y a des parallèles que je peux faire avec mon personnage ou pas, ou est-ce que ça peut être ma ligne directrice pour décider quel genre de personnage je veux faire? Oui, c'est un peu comme si, on parlait de chart tantôt, là, dans ma chart, ben, c'est comme, ben, c'est quoi son but, puis qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie, puis tu sais, au lieu de juste donner, ben, c'est un blob avec comme des qualités, mais c'est comme, mais c'est quoi ses compétences, pourquoi est-ce qu'il y a ces compétences-là, puis c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il aimerait, c'est comme le rêve le plus fou, c'est quoi, d'imaginer les expériences qu'il a vécues, parce que, puis d'être toujours ouvert puis adaptatif, je pense que c'est super important aussi. Faire comme, ben finalement, j'ai décidé qu'il était aromantique, mais finalement, cette personne-là, ben elle l'aime, fait comme, on va y aller là-dedans, parce que créer une histoire, je pense que c'est plus important que d'être rigide. Souvent, on critique Donjon Dragon parce que être l'alignement trop... Donjon 4e, je pense que c'est un des trucs qui a été le plus décrié, là, comme, dans ta charte d'alignement, t'avais comme 4 options à peu près, alors que t'en avais au minimum 9 avant, mais tout est un spectre dans la vie, comme on n'est pas des êtres fixes dans le temps, puis surtout dans les campagnes à long terme, je pense que c'est pertinent et même obligeable de faire comme, ben, je peux pas garder mon personnage statique parce qu'il a vécu des affaires. Mais je veux dire, c'est tellement puéril, là, l'alignement, là, justement. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, c'est plus intéressant d'avoir ton personnage que peut-être que dans ta tête, t'étais comme, ok, il est vraiment loyal good. Puis là, à un moment donné, il arrive des événements, puis c'est comme, hey, c'est un peu normal que je suis en train de virer, tu sais, on the dark side of the force, tu sais, parce que c'est pas moi qui ai décidé, c'est influencé par des choses. Ben voilà, tu sais. Puis autre chose aussi. Ben c'est ça. Mais je pense qu'un des exemples que je trouve vraiment pertinent au niveau des médias, il y a dans le Marvel Cinematic Universe la comparaison entre l'évolution de Tony Stark d'Iron Man puis de Steve Rogers Captain America. Leurs aliments sont très définis. On sait que Tony Stark, il est chaotique, il se fout un peu de la loi, il est comme très self-centered. Puis finalement, quand t'arrives dans Avengers, c'est comme « Oh mon Dieu, j'ai créé le chaos à cause de Ultron, qu'est-ce que je fais? » Puis là, maintenant, c'est à cause de lui qu'il y a la Civil War. Puis au contraire, Steve Rogers, il fait comme « Oui, moi je suis super loyal, puis tout ça. » Puis finalement, il fait comme « Attends, le gouvernement, il n'y a pas toutes les réponses. » Fait que tu vois que même dans ces stéréotypes-là qui sont très définis, il y a eu cette évolution, puis cette compréhension-là des personnages. Fait comme « Non, ok, c'est pas obligé d'être fait dans le temps, puis c'est normal que ça bouge, malgré que nos valeurs bougent et nos manière de traiter les valeurs bouge selon les expériences qu'on vit. Parce qu'en donné, tu te rends compte que justement, ben moi, mon meilleur ami est plus important que de faire la loi et l'ordre, tu sais. Fait que, c'est ça, l'évolution dans le temps est super importante et intéressante. Ça crée pas des histoires intéressantes de dire que ce personnage-là, malgré les expériences, il est encore à même place plus tard. Il faut toujours être ouvert d'esprit à la fluidité de tout ce qui existe. Puis tu parlais justement, tu sais, définir c'est quoi ses rêves, c'est quoi... je pense que c'est bon à ce moment-là d'avoir des outils comme, admettons, une fiche. C'est pas parce que je veux vendre Soana absolument, mais c'est parce que Marie-Claude a fait, elle a vraiment fait comme une fiche détaillée qui
la psychologie du personnage. Fait que, ça, je pense, quand tu veux faire un personnage, surtout pour répondre encore à ta question, ça peut aider beaucoup à définir sa psychologie en entier. Fait que, nous, on n'est clairement pas les premiers à avoir pensé à ça. Vous pouvez aller chercher n'importe quel outil qui définit plus la psychologie d'un personnage. Puis je pense que ça peut aider vraiment beaucoup à définir mieux son personnage, puis savoir ce que l'on voudrait, ce que l'on voudrait moins. Ce que le personnage veut, ce que lui veut pas. Vraiment, ses intérêts, ses désintérêts. Puis tu sais, y aller un petit peu plus poussé pour pouvoir se poser les bonnes questions. Fait que vraiment, je pense aller chercher des outils comme ça peut aider. Ben, des outils comme ça qui sont super pratiques en plus, parce que je me mets à ta place, puis je me dis, tu sais, mettons, tu sais, la fameuse... tu fais une super fiche avec un super background, un NPC qui finalement va rester 30 secondes, puis le vendeur de patates qui devait juste dire aller à gauche, qui devient finalement super important, tu sais, puis d'avoir accès justement à des petites charts de même que c'est comme ok, il faut que rapidement avant la prochaine game j'y crée un background parce que comme là finalement le vendeur de patates va devenir vraiment super important. Il va suivre le groupe, là, puis là, il va venir full leur ami, puis genre, c'est toujours comme ça, on dit. Ça rentre dans la philosophie justement que même quand tu crées un monde, il faut que tu restes... Moi, j'ai ma philosophie de dire je le crée uniquement quand j'en ai besoin. Je ne crée pas tout à l'avance. Fait que quand je le crée pour ce que j'ai besoin. Donc, par exemple, le gars que je disais tout à l'heure, c'était effectivement, il n'y avait pas de stats, c'était juste un professeur à une place. Ça donne le groupe les a aidés avec ses étudiants. Puis, moi, je force jamais rien. Je peux présenter des occasions qui sont toujours libres de prendre. Des fois aussi, ils vont me donner des occasions. C'est comme le personnage qui est venu le voir, puis commencer, c'est comme, OK, je veux dire, il n'y a pas de problème. Et là, à ce moment-là, oui, ce personnage-là, qui était juste là pour ça, va devenir un personnage de la campagne qui va être récurrent. Il faut juste s'adapter. Vite de même aussi, on parle encourager les gens à faire des backgrounds. Je trouve que ça doit être super aidant en tant que DM. J'ai jamais j'ai jamais masté une game, mais je me dis, si j'avais l'occasion d'avoir comme une panoplie d'histoires, puis là, juste dans le background, comme tu sais ce que le joueur a envie de vivre, tu sais, parce que, tu sais, que j'en écris pour mes personnages, puis je me dis, tu sais, je présente, voici mes traumas, voici ce qui va être la quête, tu sais, comme entre autres, j'ai un personnage dont je me prépare tranquillement pas vite parce que c'est la fin du GN cette année. Puis, je suis en train de préparer mon deuil de ce personnage-là que tu incarnes justement, puis que tu veux regarder ouvert parce que tu l'incarnes pendant des années. Puis, c'est comme, grosso modo, c'est Rémi sans famille, tu sais. Puis là, je suis comme... Je sais que le DM, il est comme, on va tout closer tes affaires, tu vas rencontrer tes parents probablement cette année, puis je suis comme, oh my god, j'essaie de me préparer, tu sais, à tout ça. Mais c'est ça, puis de se dire, comme, ben, c'est le fun de travailler avec les backgrounds, puis probablement que tu le fais déjà, mais tu sais, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est vraiment pratique aussi pour savoir ce que tes joueurs ont envie de vivre, puis aussi, c'est comme, ok, ben, si j'ai plein de joueurs que leur background, finalement, c'est tous des gens qui sont un peu du côté obscur ou qui ont envie d'aller dans la criminalité, mais ça va super gros aider à faire comme, ok, ben, je sais que je vais pouvoir aller dans ces aspects-là, alors que si... Oui, puis comme maître de jeu, justement, c'est super bon. Ce que j'appelle, ce que tu appelles des hooks. C'est-à-dire que tu nous offres des pains, tu sais, des affaires où ce que nous autres, on peut venir, puis j'ai tel avant, ok, je vais relier avec ce qu'elle m'a offert là, puis je fais ça en sorte que ça va se sentir plus impliqué à l'intérieur de la campagne et ça va lui donner un but particulier. C'est comme, moi je trouve ça, c'est la job d'un bon GM de faire ça. Puis une affaire avec les comics sur les relations qu'on parlait là, dans une campagne qu'on a fini l'année passée ou un an et demi, les relations, disons, une relation amoureuse qui était la plus intense pendant toute la dernière de la deuxième demi de la session, c'était entre les deux personnages. C'était deux femmes dans les années 20, dans les années 30 et 40. Mais, puis encore une fois, tout ça s'est passé de façon tout à fait fluide. Il n'y a rien qui était prévu. Ça a juste évolué comme ça, mais c'est devenu une chose qui était hyper importante au bout du compte à la fin. Là, puis ça a fait une finale qui était... intéressant. C'était super, je dirais plus que ça. C'est rarement qu'on est capable de faire des finales là, de cette manière-là. Y a-tu eu des pleurs? Hein?
Y a-tu des larmes? Après, ouais. Après, non, ils ont failli se sacrifier, puis il y a quelqu'un qui a réussi un succès critique pour les revenir, les faire revenir, mais en tout cas, je sais pas les détails, mais oui, un a été sacrifié, l'autre a dit non, tu te sacrifies pas, puis on va se sacrifier ensemble, puis aussi finalement quelqu'un d'autre fait un succès critique pour essayer pour réussir à les ramener à la dernière minute. Fait que ça a été assez spectaculaire quand même. Mais ça a été, comme je disais, ça a été quelque chose de totalement improvisé. C'est juste des choses qui sont passées, des détails que j'ai rajoutés de temps en temps, puis là, c'est comme ils ont sauté dessus, puis ah ouais, on va dans cette direction-là. Puis c'est ça, encore une fois, c'est le genre d'affaires qui, moi, je trouve ça super intéressant, là. Comme je dis, c'est bien beau rentrer dans une place puis tout tuer, puis voilà, prendre le trésor, mais à un moment donné, surtout moi, nous autres, on fait des campagnes à long terme. C'était des campagnes qui jouaient depuis 6 ans, là, quand on a terminé. Là. Fait que c'est quelque chose où les personnages ont joué là, des années ensemble, là, donc c'est plus facile de se trouver des bonnes relations à l'intérieur des groupes comme ça. Parce qu'à un moment donné, si tu veux juste comme bâcher puis looter, tu Jouer à Munchkin à la place. J'allais dire jouer à Diablo 3 tout seul chez toi, ça va faire pareil, tu sais. Ça, je pense que c'est un peu comme ça rentre un peu dans les responsabilités du GM, c'est de présenter justement des opportunités pour que ces personnages-là puissent se développer puis puissent exister. C'est ça, puis de juste avoir les portes ouvertes, puis ça paraît quand tu es dans une game si c'est ouvert ou pas, genre ça se voit tout de suite, ça prend pas 5 minutes que tu es à table puis que tu le sais, genre ça se sent dans la façon que les gens se parlent puis comment les personnages interagissent, tu le sais tout de suite, genre c'est quoi le... Ouais. Interraciste. Ouais. Je sais pas si c'est un nouveau mot, mais c'est propice à... Mais il y a un sujet qu'on n'a pas abordé puis que je trouverais important qu'on discute, c'est... Tu sais, dans l'université, on parle souvent qu'on a notre propre bagage, on a nos propres expériences, mais on a surtout nos propres traumas. Puis je pense que c'est important de savoir nous-mêmes que le jeu de rôle n'est pas un outil thérapeutique. Puis nos joueurs, nos collègues à la table ne sont pas des gens qui sont d'accord et qui consentent à ce que tu travailles ton propre trauma avec toi à travers ton personnage, de mettre ces limites-là, parce que des fois on le fait sans s'en rendre compte, on fait comme ou ça va dans quelque chose, puis là tu fais comme mon personnage je perds dedans tout ça, puis là tu fais comme finalement j'étais pas bien là-dedans parce que je voulais pas vivre ça. Puis après ça, tu n'as pas les outils pour ça parce qu'on n'est pas des thérapeutes. Fait que je pense qu'il faut être à l'affût de ce genre d'expérience-là où ce que tu fais comme, OK, oui, ça peut être ultra thérapeutique dans la mesure où on vit des deuils, on vit des expériences de vie à travers nos personnages qui pourraient nous aider. Mais il ne faut pas tomber dans une expérience où, premièrement, les autres personnes autour de la table ne sont pas confortables non plus. Ou dans, tu sais, comme on parle souvent de triggers, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir des violences sexuelles pour avoir des triggers. Des fois, c'est juste de dire, moi, je vais expérimenter le fait que je vis un deuil, puis l'autre personne est en plein milieu d'un deuil, puis elle veut pas vivre ça. Fait de faire comme, d'avoir cette awareness-là, de dire, OK, oui, on peut expérimenter des affaires, mais il ne faut pas prendre pour acquis que tout le monde va être disponible à Exactement. te recevoir dans ta souffrance. Encore là, je trouve que ça vient vraiment beaucoup avec la communication là-dessus. C'est une communication qui est tout le temps constante. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'au début d'une game, qu'on va la commencer, la première partie, que 8 parties plus tard, les gens vont avoir vécu la même chose, puis ils vont vouloir le séparer. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut être à l'affût, je pense, justement, de tout le monde autour. Il faut regarder, parce que des fois, il y a des gens qui se font comme leur propre trauma à travers le personnage, mais ça ne rend pas compte. Ça rend pas compte du tout. Puis c'est là aussi, justement, il faut être à l'affût, puis dire, OK, dire à propos comment on se sent, comment toi tu te sens aussi, parce que tu refais ce trauma-là, est-ce que ça va? Parce que des fois c'est ça aussi, fait qu'il faut vraiment regarder. Je pense qu'il faut regarder, puis, parce que des fois, on vient comme dans notre bulle, puis on fait notre personnage, puis on fait,
mon personnage. Mais des fois, on oublie des fois les autres autour, mais tu joues avec du monde, des fois, c'est facile d'oublier. On leur passe parce du que bagage, tu sais. des fois, C'est comme, ça m'est arrivé en fait l'année dernière en grandeur nature, il y a eu encore une fois à Ballon, puis je suis pas gênée d'en parler, ça va peut-être même, si les gens d'Avalon écoutent à la maison, peut-être que ça va même accélérer le processus, mais c'était vraiment important pour moi, comme je dis, il y a un défi que je me suis donné cette année, c'est vraiment d'instaurer un système de trigger warning dans ce GN-là, que je fais depuis que j'ai 13 ans, puis que, tu sais, j'affectionne beaucoup, puis que, en fait, l'année dernière, il y a eu une scène de torture explicite, mais vraiment explicite, qui a été excessivement bien jouée et qui n'était pas du tout préparée, dans le sens... on n'était pas au courant que ça allait avoir lieu. Ça s'est passé en fin de grandeur nature, dans un moment qu'on appelle la cour, et qui est un espèce de moment où tous les joueurs sont tout le temps là, parce qu'on sait que c'est là qu'on a la fin du scénario, c'est là qu'on va avoir comme le cliffhanger avant le prochain événement. Donc tout le monde est là, et je suis vraiment dans une situation où je suis entre un mur ici puis un mur là, puis je suis derrière mon maître en tant qu'assistante, puis j'ai été vraiment pognée, où la scène de torture a commencé sans avertissement, excessivement explicite, où c'était une castration, puis tout le monde à la fin était comme, j'étais vraiment impressionnée par ton jeu, c'était vraiment bon ton jeu, tout ça, puis pour vrai, durant que c'était en train d'arriver, j'ai failli m'évanouir tellement j'étais en train de vivre, pas parce que j'ai vécu ça, mais j'étais en train de repasser plein de traumas par rapport à ça, et j'ai eu aucun moyen de m'enfuir. Puis j'ai vraiment essayé de m'enfuir, mais là j'étais comme, j'ai des murs, je peux pas partir. Puis la seule façon que j'aurais pu partir, ça aurait été en faisant une scène, quasiment en disant à tout le monde, tassez-vous, laissez-moi passer. Puis ça m'aurait un peu mis sur la sellette. Fait que je suis juste restée comme de glace, puis ça m'a hantée pendant plusieurs semaines. Puis ce que je disais à l'organisation, c'était, tu sais, on a trouvé des façons subtiles dans le discours d'instaurer des trucs du genre protéger vos personnages. En Avalon, il y a des phrases clés, vu que c'est un grandeur nature qui est très, très immersif. Il y a des phrases clés pour que ça paraît pas, mais qu'on va te passer une information hors jeu en jeu. Puis, mettons, ils vont dire, l'exemple qu'ils vont donner, c'est si, mettons, à Avalon, ils vont dire la quête, il va y avoir des créatures qui risquent de pouvoir te faire perdre des points de vie permanents. Ben, au lieu de dire ça, ils vont dire c'est une situation mortelle dans laquelle nous allons. Okay. Mais là, c'est inclus dans. C'est implicite. Puis je suis comme, pourquoi est-ce qu'on fait pas ça avec les scènes de violence explicites? Parce qu'ils sont comme, oui, on est en grandeur nature pour personnes de 18 ans et plus, on a quand même une certaine sensibilité, puis on est des adultes, puis on se connaît depuis longtemps, tout ça. Je suis comme, oui, mais. Moi, ça fait 12 ans que je vais là, puis ça m'était jamais arrivé, jamais. Puis 12 ans plus tard, je vis cette situation-là où je suis comme en train de faire une crise de panique, où je peux pas m'enfuir, puis je suis pognée. Puis il aurait suffi que la personne qui fait la torture dise une phrase, ce que j'avais suggéré comme phrase à inclure, c'est cœur sensible, s'abstenir, si vous voulez quitter, vous avez le temps. T'sais, puis là, peut-être de donner juste 30 secondes pour que les gens qui sont comme, OK, genre, je sais pas ce qui va se passer, mais j'aime mieux pas prendre de chance, puis je vais peut-être m'en aller puis m'éloigner. Puis si tu restes là, ça vient ta défense. C'est ça. C'est ça. Mais au moins t'es au courant. Ben c'est ça, puis souvent dans les situations où l'utilisation d'un safe word ou d'un trigger warning est présent, des fois, juste la sensibilité de savoir que les gens t'ont donné l'avertissement, c'est suffisant pour te sentir à l'aise, tu sais. C'est pas tout le temps suffisant, mais des fois ça l'est, tu sais. Fait que créer une espèce d'ambiance où justement on est comme... créer une ambiance où justement on est comme... on est dans l'accueil du fait qu'on va pas te juger si tu décides de quitter, puis on est parce qu'on est conscient qu'on va te positionner devant des traumas, tu sais. Mais c'est quand même des questions super touchées de justement, on veut réussir à faire vivre des choses, puis on peut pas, tu sais, là, il nous dit, tu sais, à un moment donné, je parlais dans un autre grandeur nature où j'ai pas été témoin parce que j'étais pas dans cette quest-là, mais il y avait une quest où il y avait eu des agressions sexuelles qui ont été jouées. Puis j'ai dit, ben, je suis vraiment contente de ne pas avoir été dans cette quest-là. Puis j'ai dit ça devant tout le monde en débriefing à la fin. J'étais comme, ben, je sais pas comment j'aurais réagi. Puis là, les animateurs, ils étaient comme, ah, ben, on vous invite à nous écrire quand ci, de ça. Je suis comme, j'ai peut-être pas envie, moi, de te parler de tous mes traumas, tu sais. Je sais pas c'est qui est derrière le compte animation, tu sais, puis qui va recevoir ça, puis qui va faire comme, peut-être, puis là, je vais peut-être pas donner de détails, mais là, tous ces pas de détails-là vont-tu faire que ces personnes-là vont partir en vrille avec comme, OK, ben là, Elisabeth, elle veut pas qu'on parle d'infanticide. Est-ce que, il s'est-tu passé quelque chose, tu sais, si, ceci, puis c'est comme, OK, non, mais c'est ça. Fait que peut-être le prévenir au lieu de guérir, puis de demander à tout le monde d'exposer leur trauma.
Puis un peu dans une autre direction, que tu disais dans le fond qu'on ne se tient pas disponible, qu'on n'est pas nécessairement tout le temps disponible pour recevoir ça. Je voulais quand même aussi peut-être, je suis encore en recherche de trouver comment le faire, mais je me dis, tu sais, on se donne des rôles de secouriste lorsque mettons, quelqu'un se blesse, on va dire, OK, bon, on a 2-3 personnes qui sont des premiers répondants médicaux, tout ça, qui pourraient peut-être réagir à tout ça. Puis je suis comme, tu sais, moi, mon métier dans la vie, c'est d'être en travail social, puis je fais de l'intervention à longueur de semaine. Peut-être que rendu en GN, ça ne me tentera pas d'en faire, mais en même temps, peut-être que quelqu'un qui est en train de vivre un trauma, puis qui est comme, j'ai personne à qui aller, on peut-tu donner comme des petits flags de comme détresse psychologique? C'est une autre affaire que je voulais peut-être essayer d'instaurer. Des personnes ressources, comme que c'est comme. Puis, encore une fois, ça va devenir. Je sais pas comment ça va marcher. Puis, si vous avez des suggestions, je suis vraiment preneuse. Justement, Étienne, à son GN, ce qui était en lien en poignée, il y en avait des entraînements sur place. Fait que si tu peux communiquer avec lui, les aventureux, il va pouvoir te donner des outils là-dessus. Mais oui, je pense que c'est important dans des contextes d'immersion comme ceux-là. Puis, en même temps, je pense que l'immersion n'est pas tout. Il y a un LARP que je fais que c'est toujours. Tu peux pas faire de quoi sur l'autre personnage sans son consentement. Fait que t'es toujours hors game jusqu'à un certain point, faire comme est-ce que ton personnage est correct, tout ça, mais en même temps, tu t'assures que tout le monde. Sur le moment, tu t'assures que tout le monde s'en va dans la même direction pour ça, pour créer une histoire que les deux veulent. Puis ça, je trouve ça, tu sais, quitte à être plus souvent hors jeu, je trouve ça plus safe que de dire advienne que pourra, puis que tout le monde soit pas au courant des outils de sécurité qui sont mis en place. Ou dire, faire comme, ben, voici l'outil, genre, comme dans ta situation où t'étais pogné, mais de faire comme, je peux faire ça, je suis considérée en jeu, j'existe plus, puis là je m'en vais, tu sais, puis que ça soit correct. Malheureusement, on n'a pas, aussi comme nos propres instincts qui rentrent, puis peut-être que mon instinct, ça va être de faire comme juste me rouler en boule puis me protéger, tu sais. Mais en même temps, de se dire, si je fais ça comme ça, je suis hors jeu, fait que considérez-moi pas. Puis que c'est dit, c'est nommé, puis que c'est mis en place. Je pense que c'est des outils de plus aussi qui peuvent nous aider. Puis ça, il y en a vraiment tout plein. Ouais, on est presque fini. Il y a 5 minutes. C'est ça. Mais bref, il y en a des outils, il faut juste comme se les approprier puis pouvoir les utiliser. Puis même si on les oublie, je pense qu'au moins, ça commence quelque chose, puis ça commence une réflexion là, au fin fond de nous autres, qu'on sait que ça existe, puis qu'on a la possibilité de faire comme « Ok, non, je m'en vais parce que blablabla. » Ou même pas parce que blablabla. Je vais comme « Ok, je m'en vais prendre une pause chat. » D'avoir la possibilité, puis que ce soit pas... de ne pas avoir cette pression sociale-là de dire « Ah non, je suis en personnage, je peux pas m'en aller. » Je trouve que c'est vraiment important aussi, non seulement, tu sais, en GN, c'est vraiment très, 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 très important, mais aussi à l'intérieur d'un jeu, je trouve que, tu sais, comme on a souvent vraiment un attachement avec notre personnage, quand il se passe quelque chose, quand tu es un maître de jeu, je trouve que c'est vraiment important que tu montres que dans ton monde, il peut aussi avoir des façons que tu peux t'en sortir, tu sais. Tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose, tu sais, on n'est pas des psychologues, on n'est pas des thérapeutes, mais je trouve que c'est important, admettons, un personnage qui va vivre un traumatisme, que tu peux apporter un espèce de kind of réconfort à ce personnage-là pour dire, écoute, regarde, il y a peut-être des personnes qui peuvent te parler de tout ça, parce que en tant que personne, quand tu te mets, admettons, vraiment trop dans ton personnage, puis tu te dis, il est arrivé ça à mon personnage, puis si, admettons, c'est quelque chose qui t'est arrivé, toi, dans la vie, tu vas pouvoir te dire aussi, tu sais, s'il n'y a rien pantoute qui peut aider ton personnage, des fois, tu vas dire, hey, il n'y a rien qui peut m'aider aussi dans la vraie vie, tu sais. Des fois, ça va juste, c'est quelque chose qui est complètement, tu sais, comme, tu sais, c'est pas vrai, tu sais, il y a des choses qui peuvent t'aider dans la vraie vie, mais des fois, c'est juste quelque chose que tu vas dire, puis ça va rester là, mais de pouvoir apporter un point dans le jeu, de dire, écoute, regarde, ton personnage a eu ce traumatisme-là, mais il y a cette personne-là qui peut t'écouter, tu peux réussir à t'en sortir, ou il y a un NPC, lui, qui a vécu ça, puis il dit, écoute, regarde, moi j'ai vécu ça, puis j'ai réussi à m'en sortir pour certaines affaires, surtout si c'est quelque chose qui a été comme vécu par toi-même, puis tu peux en parler d'une façon peut-être un peu plus personnelle. Ça permet aux gens alentour aussi de la table de se dire, ouais, tu sais, c'est vrai, c'est peut-être pas nécessairement la fin du monde, je suis peut-être capable, moi, de trouver à l'extérieur, dans la vraie vie, des ressources pour m'aider aussi, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment important de pouvoir instaurer aussi à l'intérieur d'un jeu. Puis des fois, c'est que ça te touche beaucoup, tu sais, t'es dans ton personnage, puis même si ça s'est pas arrivé,
Tu sais, c'est comme... Il y a du livre. Ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, si dans le jeu, justement, t'as comme une ligne de conduite qui peut t'aider, ben justement, tu vas te sentir mieux, ton personnage va se sentir mieux. Fait que c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment, c'est dans ton subconscient que ça l'arrive. Tu te dis, OK, mon personnage, j'ai vécu ça, j'ai réussi à m'en sortir. Peut-être que si ça m'arrive dans la vraie vie, je suis capable de m'en sortir aussi, tu sais. Mieux que, mon personnage est arrivé ça, puis ça a dégringolé, puis là, il s'est passé quelque chose de vraiment affreux, puis il est jamais capable de s'en sortir. Fait que, tu sais, si, admettons, toi, t'arrives dans un événement comme ça dans la vraie vie, puis tu te dis, tu sais, c'est inconscient, mais des fois, ça peut arriver de te dire, écoute, genre, je me sens comme mon personnage présentement, puis mon personnage n'a jamais réussi à m'en sortir. Fait que moi, j'arriverai pas à m'en sortir, tu sais. Fait que c'est vraiment de faire attention aussi là-dessus, je trouve. Fait qu'il reste pas beaucoup de temps. Fait que je me disais qu'on pourrait comme faire un mot de la fin, ou je sais pas quoi. En tout cas, moi, ce que j'ai pris de toute cette conversation-là, c'est que, on n'a pas de solution, bien sûr, mais l'important, c'est la communication. Puis l'important, c'est d'avoir le plus de personnes différentes dans ton milieu pour comme apprendre sur, ou bien faire des recherches, apprendre sur les autres personnes, puis le faire dans le respect, savoir c'est quoi, faire des choses dans le respect, puis des affaires de même. D'avoir l'ouverture d'esprit aussi de le faire. Oui, oui. Puis de ne pas avoir peur peut-être aussi de dire quand il y a des choses mauvaises qui se passent. Mais là, c'est sûr que c'est plate quand c'est tout le temps nous qui le font, là, mais comme... Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent dire quelque chose pour clore? Je pense que c'est un très bon résumé. Oui, c'est bien. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Bonne conversation. Merci d'être venu. C'était un plaisir.